Nordine Nabili, modérateur de cette table ronde. Maintenant, c'est à toi de jouer, à tes invités, pour 1h15 de conversation. Et puis ensuite, on aura des questions-réponses avec la salle et Jean-Claude Monod nous rejoindra sur scène. Merci Nordine, beaucoup. c'est à toi. Merci beaucoup, François. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, on a une petite bande à revenir pratiquement annuellement ici pour débattre avec vous et je tiens beaucoup à vous dire une chose, une petite vérité, puisque vous savez que le premier débat est toujours un débat très compliqué. J'ai eu peur quand justement François m'a demandé d'en être un peu le chef d'orchestre, mais autour de moi il y a un certain nombre de personnes qui vont dire des choses, qui vont vous interpeller, et donc j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que ensuite, donc on va vous donner la parole et il va falloir justement nous secouer, commenter, amender, en tous les cas dire un certain nombre de choses autour des thématiques que vous aurez. Je ne vise personne, non, mais de toute façon, on souhaite qu'il y ait ce va-et-vient permanent entre la salle et ici la scène. La peur de l'autre, c'est donc le premier débat. Avec moi autour de cette table, on commence par Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Vous êtes la dernière, donc c'est pour ça que je vous mets un peu dans la situation. Je vous prie d'excuser mon retard, car en plus je suis allé au centre Miramar. Très bien, voilà. Donc à côté de vous, Patrick Coupchou. Bonjour Patrick, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'équipe des Rencontres de Cannes. À l'extrême droite, je suis désolé, je le dis tout le temps, mais c'est comme ça, à l'extrême droite géographique, s'entend, Daniel Herrero. Merci beaucoup Daniel d'avoir accepté notre invitation. Et puis juste ici à ma droite, Pierre Jox, ancien Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Voilà, parce qu'on ne sait jamais en fait avec les différentes carrières des uns et des autres. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de démarrer, je voudrais d'abord vous faire un petit topo de la manière dont moi je perçois aujourd'hui la société française. Je ne vais pas monopoliser trop la parole puisque a priori vous devriez parler beaucoup plus que moi, mais je voulais quand même vous dire qu'au fond de mon point de vue, vous savez, moi je dirige le Bondy Blog, donc j'ai un regard un peu particulier. Je viens de la Seine-Saint-Denis, mais c'est un point de vue assez intéressant. Il faut tout le temps changer de point de vue pour éventuellement comprendre un peu certaines situations. Donc le diagnostic vu de Bondy est assez simple. En réalité, on vit dans une France qui est confrontée à un défi passionnant. Elle se cherche en termes d'identité, elle se cherche en termes économiques, évidemment. Mais ce que l'on constate aussi, c'est que les structures dites traditionnelles s'affaiblissent de plus en plus. Il y a de moins en moins de monde dans les églises, il y a de moins en moins de monde dans les associations, dans les partis politiques, même dans les bistrots, dans les marchés, sauf lorsqu'il y a quelques échéances électorales qui s'approchent. Et évidemment, la population française a une peur bleue du déclassement, puisque elle ressent une espèce comme ça de mal-être. Les derniers arrivants commencent un peu à grappiller de la place, et donc ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps ont un peu peur pour leur place, et ainsi de suite. Je ne reviens pas sur ce qui vient d'être dit à l'instant. Évidemment, vu de Bondy, l'ascenseur social est un peu en panne. On a peur aussi donc finalement du désenchantement, on a peur aussi de la méritocratie qui ne marche plus, et donc toutes ces peurs-là nourrissent aussi un certain communautarisme. Et lorsqu'on discute un peu avec les partis politiques, et notamment les responsables politiques, il suffit de voir un peu ce qui se dit et ce qui se fait dernièrement, depuis une petite semaine, notamment au Front National, à l'UMP, on se rend bien compte que la fin du rêve français n'est pas si loin, qu'il y a une espèce comme ça de destin commun qui est un peu mis de côté. En tout cas, bref, il y a une espèce comme ça de dépression. Donc on va demander si effectivement la peur, c'est aussi un des ressorts de la dépression. Et l'autre point qui est le plus important, c'est qu'on remet de plus en plus un contrat social qui nous a finalement conditionnés depuis l'après-guerre, depuis 1945, qui a fait finalement la force de ce pays. Aujourd'hui, ce contrat social est remis en cause pour des raisons X et Y, on va pouvoir l'aborder. Et le dernier point, c'est qu'on est passé finalement de ce que les sociologues appellent la place publique physique, c'est-à-dire les bistrots, les marchés, les associations, les familles, à une place médiatique où finalement se construisent aujourd'hui les mœurs, les opinions. Et il se trouve que cette place médiatique est complètement monopolisée par un triptyque, c'est-à-dire les politiques, les experts et les journalistes, et quid des citoyens. Et donc tout ça finalement fait que la France, vue de Bondy, est une France qui est un beau pays, qui est un pays qui peut encore faire beaucoup de choses, qui a encore sa place dans le concert des nations, mais qui, vu de l'intérieur,
et pas loin du gouffre. Donc voilà, donc c'est un peu ce que je voulais vous dire, hein. C'est une espèce d'édito que j'ai voulu mettre à votre service pour démarrer ces discussions. Et je vais donc donner la parole tout de suite à Elisabeth Lévy. Quelques mots, Elisabeth, sur d'abord le thème de ce débat, la peur de l'autre, et pour vous, qui est cet autre? Vous avez un micro normalement. Pardon, excusez-moi. Voilà. Chère Nordine, je suis désolée. Alors je suis un peu embêtée parce que je vais sans doute répondre à des discours qui n'ont pas et qui ne seront peut-être pas tenus ici, mais disons qui est un peu la façon dont le thème est traité dans le débat public, et je répondrai en partie à ce que vous venez de dire. Eh bien moi je vais d'abord commencer parce que dans tout ce que vous avez dit et même dans ce que j'ai entendu, dans le fond on a l'impression d'emblée la peur est une pathologie. On ne se demande pas vraiment s'il y a des raisons d'avoir peur. En fait c'est pas tout à fait vrai, tout le monde trouve normal qu'on ait peur du chômage, mais je veux dire, il y a des tas de peurs, et les peurs que j'appellerais identitaires, elles sont totalement récusées. Mais moi, je vais vous raconter la dernière fois que j'ai eu peur de l'autre. Voilà. C'était samedi dernier. J'allais, je vous avoue, pour des raisons totalement inavouables, rue Jean-Pierre Timbaud, pour ceux qui connaissent Paris, dans le bas de la rue Jean-Pierre Timbaud, qui est plutôt livrée aux bistrots et aux marchands de fringues qu'aux librairies islamiques qui sont maintenant, qui ont remplacé les métallos, en quelque sorte, auprès de la mosquée un peu plus haut. Mais il n'y avait pas grand monde. Et donc, je suis allée faire quelques emplettes de filles. Et en sortant, je reprends cette rue. Et 4 ou 5 types me reconnaissent. Alors, en uniforme que je dirais avec la tiraille de salaf. Hein, salaf ou assimilé, ou pseudo, ou pas, ou j'en sais rien. Mais barbe, machin, robe, tout ça. C'est pas ton pays, Lévi, on t'a reconnu, etc., etc. La fois d'avant, alors là, j'ai eu un peu peur parce que... c'était vraiment pas agréable, ils étaient vraiment bons. Et puis, je me suis rappelé que dans les séries américaines, on dit toujours qu'il ne faut pas avoir peur. Je les ai donc envoyés sur les Roses, comme j'avais envoyé sur les Roses quelques mois plus tôt. 3 gamins dans une manif, paraît-il, de soutien à Gaza, qui s'est assez rapidement transformée un peu en manif... de toute autre chose, en tous les cas de soutien au Hamas. Et j'avais rencontré 3 gamins, là ils m'avaient pas fait peur. Ils m'avaient dit « Ah Lévi, on t'a reconnu, va dans ton pays ». Alors là je leur ai dit « Bande d'andouilles, je croyais que c'était pas mon pays, il faudrait savoir ». Puisqu'ils parlaient bien sûr d'Israël. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, quand on parle de la peur de l'autre, alors je veux pas dramatiser, je ne suis pas traumatisée, je ne veux pas de cellules d'aide psychologique, je ne me sens pas une victime, et j'habite dans le 4e arrondissement. Mon père, lui, habite à Épinay-sur-Seine. Ce que je veux dire, c'est que évidemment, il n'y a certainement pas, un grand autre qui serait les musulmans ou les sociétés. Écartons ça immédiatement. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, si vous voulez, on nous dit ça après sondage, les Français ont peur de l'autre, et ça c'est très mal, les peurs racistes, et en plus, ils ont même peur pour leur identité. Ou ça c'est dégueulasse. Ça c'est vraiment dégueulasse parce que il ne s'agit pas, et ça, j'ai été frappée par l'expression « les gens se battent pour leur place ». Non, ils ne se battent pas seulement pour leur place. Je veux dire, ils se battent aussi pour définir, en gros, la règle du jeu, pour définir ce qu'est ce pays. Et pour définir les modalités selon lesquelles on fait ce que vous avez décrit, c'est-à-dire une France qui vive à la fois sa diversité, certes, et son unité. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée que l'autre, on doit forcément l'aimer, est un peu une idée, c'est très gentil, c'est très voyageur du monde. Comment ? Non, mais l'idée qu'on pourrait avoir peur de l'autre est d'emblée décrétée négative. Vous avez cité Lévi-Strauss, excusez-moi monsieur, pardon. Et je n'ai pas apporté le passage, mais il y a un passage où il dit... où il raconte que lui, il aime bien avoir du calme pour travailler et que si autour de lui s'installaient des tas de gens dont la culture suppose qu'ils fassent du bruit, eux, à toute heure, il voudrait pouvoir dire que ça le gêne sans qu'on le traite de raciste. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la coexistence avec les autres, c'est pas toujours facile. Parfois, il y a des raisons d'avoir peur. Et pour parler... 2 minutes encore, je peux ? Un tout petit peu moins. D'accord. Très vite, pour parler de la situation de la France... non, parce qu'on a le temps, Elisabeth. Non, mais je veux dire, alors je dis juste un mot. Il me semble, aujourd'hui, qu'on somme beaucoup de gens, je veux dire, d'être là dans cet amour, dans cette haltérophilie, si je puis dire, cet amour permanent de l'autre, et d'aimer des autres qui, eux, ne les aiment pas beaucoup, en prime. Et donc, moi, je crois qu'il faut admettre qu'il peut y avoir de la conflictualité, en particulier culturelle, identitaire, et après, évidemment, je crois que la loi, la délibération, l'école, j'aimerais bien... doivent permettre de gérer ça. Mais
si vous voulez, il ne faut pas ni criminaliser, ni beaufiser, ni mépriser ce que le monde appelle avec une grande condescendance. Enfin, ça fait partie des idées dites nauséabondes par la gauche olfactive, si vous voulez. Et moi, je crois que des fois, il y a des raisons d'avoir peur. Je ne sais pas quand elles sont bonnes, quand elles ne sont pas bonnes. Il est évident qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur des musulmans comme une globalité. Mais oui, moi, j'ai peur de certaines formes de l'islam et je crains qu'elles ne soient pas seulement des cas isolés. Alors, on reviendra sur tout ça, évidemment. Vous le savez, Elisabeth, nous sommes ensemble pendant 90 minutes. On va donner la parole à Pierre Joxe. Vous avez été ministre de l'Intérieur, donc, comme on dit communément, le premier flic de France. Est-ce que la France a peur aujourd'hui, Pierre Joxe? Si on était au poker, je pourrais passer mon tour. Je passe mon tour. Daniel Herrero. Alors, on passe le tour, puisque et puis moi j'ai peur, hein, vous savez, quand on a un ancien ministre de l'Intérieur à ses côtés, vaut mieux peut-être... Vous ne perdez rien pour attendre. Daniel Herrero, quel est l'autre pour vous? Est-ce que c'est un concurrent? C'est un collègue qui veut prendre votre place? Vous avez été éleveur de champions, vous, dans une autre vie. Oui, quand même un petit peu malgré tout derrière le salut amical et fraternel. Tu vois, et plutôt heureux de me trouver là. Quand même, l'impulsion, le coup d'envoi donné par la dame, maladroit, tu vois, aux limites de l'équivoque, un peu suspect, pour ne pas dire malodorant. Honnêtement, il m'interroge. Hein. Non, honnêtement. Alors, non, l'idée quand même de la réflexion, c'est que d'entrée, pour expliquer... Il faut le micro, Daniel. Non, voilà. Bon, derrière le salut amical, d'entrée sur la réflexion comme ça, tu vois, qui peut impulser ensuite des analyses sur les réalités du monde. La première réflexion, elle vient sur le champ politique, sur le champ des peurs régressives et même sur une moralisation de cette idée de peur qui, à mon sens, m'apparaissait équivoque. Pour moi, ce qui me concerne, effectivement, je viens du champ des pratiques physiques. Je suis un sportif. L'univers qui est le mien, il est effectivement, je dirais, l'univers des champions, ceux qui sont le meilleur de leur champ. Il est un univers où la rencontre de l'autre est une obligation. Et j'y trouve assez de noblesse, où la rencontre, où ce sont plutôt des humains, encore que nous avons quelques équivoques. Et tout à l'heure, j'étais quand même un peu interrogé quand la dame, je crois, ou le copain qui dans sa le première... copain en question, c'est Jean-Claude Monod, puisque voilà, ça fait un moment qu'on cherche son nom. Qui semblait dire, non, c'était la dame, qui semblait dire aujourd'hui... Elisabeth Lévy. Oui, j'entends bien, mais c'était pas une impertinence, c'était même franchement très affectueux. Bon, ben, non, l'idée, elle semblait dire qu'aujourd'hui, dans cette civilisation, pour ne pas dire dans notre société, quand il y a une désaffection à la fois du musée et de l'église, c'est le début d'une régression de la civilisation. Honnêtement, ça m'intéressait, d'autant que, en vase communicant, on voit vers les remplissements des stades, tu vois, qui sont quand même des lieux où, a priori, la réflexion n'est pas dominante, mais où l'interrogation sur le bonheur des hommes est une préoccupation. Quoi, hein. Très bien. Et tout ça, un peu trop loin du micro, Daniel. Non, mais quand même, pour moi, où la réflexion sur le bonheur des hommes et sur le bonheur du vivre ensemble est une préoccupation. Parce que, de fait, l'idée dans cette espèce, quand nous vivons les uns à côté des autres, puisqu'elle est grégaire, il y a quand même un certain nombre de choses qui vont se passer de façon inévitable à peu près depuis que le pauvre copain s'est découvert la petite Lucie, quoi. Grosso modo, depuis 3,5 millions d'années, il y a un certain nombre de choses dans la grégarité qui génèrent des oppositions, des tensions, parfois même des fragilisations, quelquefois des irritations et parfois des désastres absolus. Honnêtement, ça fait partie de l'histoire. Et le corps, à travers le temps et les siècles et les millénaires, c'est quand même sublimement équipé pour te faire savoir que quand ça se gâte, il vaudrait mieux que tu fasses attention. Eh ben, dis donc. Non mais c'est vrai quoi, de fait, dans quelconque... Si je te dis maintenant en vous regardant, là, je vous trouve pas de première fraîcheur, mais enfin quand même généreux et dynamique, non mais c'est pas une impertinence. Non mais si je vous dis, non ça va, je vois bien qu'il y a de la fraîcheur, non, alors, je retire. Non mais si je te dis, je sais pas, si je te dis, tu vois, pour s'amuser, on pourrait aller faire une équipe ici, ou construire une équipe et aller jouer contre les All Blacks. Ça va quand même générer, chez la grande majorité d'entre vous, un trouble. Tu vois, c'est... Mais pas chez vous, Daniel. Pourquoi? Non, mais le trouble, il est qu'il y a une hypothèse de dangerosité. Tu vois, voilà. Il y a un seuil anxiogène, dirait le copain, tu vois, assez élevé, qui fait qu'il peut y avoir des inhibitions dans vos comportements pour jouer contre les All Blacks, tu vois.
Et même, je vais te donner le chiffre, il y en a 75% d'ici qui vont se tirer en disant « T'as bien fait de venir, Daniel, mais nous, on va faire autre chose. » Tu vois ça? Voilà. Bon, ça, c'est l'hypothèse de la dame, quand dans une société, il y a effectivement des tensions sur des hypothèses, tu vois, je sais pas, de phagocytose d'une identité, tu vois, de conflits sur les manières d'être, bon, qui sont des épiphénomènes qui ont leur légitimité. Daniel, pour revenir sur les All Blacks. Je reste pas sur les All Blacks. Je reste sur l'idée que la peur est légitime et qu'il n'y a pas de honte. Là, c'est le seul point d'entente avec la dame, honnêtement. Dans cette espèce, il est légitime que dans un certain nombre de situations où ton intégrité physique, tu vois, où la négation de ton identité ou de ta personnalité soit interpellée ou à plus forte raison niée ou détruite. Ça alors, écoute-moi. Bon, voilà, honnêtement, ça c'est une réalité. Mais quels sont les ressorts à ce moment-là, Daniel? Quels sont les ressorts pour essayer d'anticiper tout ça? Voilà. Je pense que le ressort numéro 1, c'est, alors, voilà, elle est légitime. 2, tu as un certain nombre de signaux qui te sont donnés. Et cela, il ne faut pas s'amuser avec. Hein. Quand ton corps il te dit attention, là ça craint, c'est que honnêtement ça craint. Non, honnêtement ça craint. Alors après il y a les phobies, les pathologies, dirait le copain qui sont intervenus, le copain qui va intervenir. Il y a quand même un certain nombre de dégradations majeures dans le ciboulot, dans le corps humain qui font que des fois les signaux ne sont pas bons. Mais enfin pour l'essentiel d'un humain, pour l'essentiel, quand même, je dirais le biologique le biologique te donne des indications sur le fait que, attention collègue, va maintenant un peu vers la méfiance, qui est l'opposé de la confiance. Alors, on va donner la parole, si vous le permettez, Daniel. Un dernier mot. On a dit 5 minutes, la Daniel. confiance, elle va passer quand même, honnêtement, elle va passer par, j'allais dire, la compétence. Équipe-toi pour affronter les sévérités du monde. Équipe-toi. Et elle va passer ensuite, j'allais dire, quand même, malgré tout, tu vois, par ce qu'on pourrait appeler, j'allais dire, l'humanité légale, quoi. Hein. Elle va passer quand même le solidaire entre les humains, le fait qu'ensemble, dans une société plutôt bien gérée, on soit dans un climat de sécure qui fait quand même qu'on peut exprimer notre goût de vivre. Voilà, point final. Merci beaucoup, Daniel Herrero. Ça nous donne une idée de l'ambiance qu'il peut y avoir dans le vestiaire de l'équipe de France lorsqu'elle affronte les All Blacks. Patrick Coupchou, vous êtes journaliste, vous avez beaucoup travaillé sur la question de la folie. Vous venez d'entendre là deux premiers intervenants. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise d'introduction sur à la fois ce thème de la peur de l'autre? Moi j'ai presque envie de faire comme M. Jox, de passer votre tour. De passer mon C'était pas prévu, hein, tout ça. Bon, bah écoutez, à ce moment-là, on repasse le tour. Non, mais je voudrais dire en 2 mots pourquoi. D'accord, allez-y, faites comme vous voulez, moi j'ai peur de rien. D'accord, bon, Monsieur Jox, alors, à vous donc. Allez-y, monsieur le ministre. Merci pour le ministre, je l'ai été il y a longtemps. D'abord, merci, ou pardon, j'ai bien fait de passer mon tour parce que j'ai un peu botté en touche, quoi. Et le coup de pied à suivre était pas mal. Peut-être un peu plus tard, on pourra transformer l'essai. Mais je n'avais pas du tout l'intention de me situer sur le terrain où le débat s'est ouvert. Parce que je pensais à la peur de l'autre comme un thème général. Alors j'ai pensé à 2 ou 3 choses avant d'entendre un philosophe qui m'a rappelé le grand professeur Delumeau, professeur d'histoire, qui est, je crois, le seul professeur au Collège de France qui a jamais fait une conférence devant 1500 policiers dans un colloque que j'avais organisé il y a une vingtaine d'années. Qu'est-ce que c'est que la peur? Quel est le rôle de la peur dans la régulation des tensions sociales? Comment est-ce que les forces de l'ordre peuvent rassurer? Comment est-ce qu'elles doivent interpeller? Comment est-ce qu'elles peuvent rassurer en étant fermes, en usant de la force, mais elles peuvent inquiéter si elles usent de la force de façon qui fait peur. Donc il y a toute une problématique. Et ce professeur Delumeau avait parlé devant plus de 1000 flics et gendarmes, et c'était très intéressant. Mais je n'étais pas du tout pensé à me mettre sur le terrain où ça a commencé. J'y reviendrai facilement. Mais je m'étais placé sur un autre terrain, la peur de l'autre. Alors, il y a les petites peurs et les grandes peurs. Les petites peurs sont plutôt interindividuelles. Les grandes peurs sont plutôt collectives. Et ce qui a été évoqué tout à l'heure sur le massacre des sorcières, les persécutions contre les juifs, contre les protestants, contre les femmes de toute une époque, c'était une grande peur d'une société fracturée. Mais nous sommes en train de commémorer une grande guerre qui a été une grande peur, qui a fait beaucoup de millions de morts. Et moi, les seules circonstances où j'ai vraiment eu peur, c'est pas sur des stades, parce que quand on se bat sur un stade, c'est du rugby, pas tout à fait dans la même catégorie que toi, mais enfin,
Si j'avais persévéré après tout, peut-être. Hein, on ne sait pas. Moi aussi, d'ailleurs. Oui, il faudrait tout refaire à zéro, là. Donc, on a peur de prendre des coups, on a peur de tomber, de se faire mal. Mais la vraie peur, c'est la peur de mourir. Et ça, on ne le rencontre que dans les circonstances de combat militaire. Moi, les seuls cas où j'ai eu peur, c'est pendant la guerre, pendant l'Exode. J'étais un petit garçon, on était bombardé par les Allemands. On avait une vague idée de ce que c'était que mourir. On était très clairement apeuré par le bruit, les explosions. Et l'ennemi était clairement déterminé, c'était l'envahisseur. Et on fuyait. Donc, c'était tout à fait facile à comprendre. Et puis, j'ai complètement oublié ça pendant des années, sauf quand j'étais ministre de la Défense, je me suis retrouvé en Arabie Saoudite, à la frontière de l'Irak, avec un masque à gaz, comme quand j'avais 4 ans pendant l'Exode, où je me promenais avec un masque à gaz. Et j'ai eu à la fois une deuxième fois la peur de ma vie, parce que je me suis dit, me voilà avec un masque à gaz beaucoup plus moderne que ceux qu'on avait en 40, mais qui fait très peur. Le masque, il est fait pour rassurer, parce qu'on se dit on va être protégé par le masque s'il y a emploi de gaz. Mais il fait peur parce qu'on dit on est exposé à ces gaz, qui en fait ne sont pas venus, en tout cas contre nous, ni en 40, ni en Irak. Mais on a peur parce qu'on a peur de mourir, et quand on est dans des circonstances, c'est pas imaginaire, au réel, c'est virtuel. On risque d'être exposé à une arme létale. Pas à un coup de bâton, pas à un coup de poing, pas à un croche-pied, mais à une arme contre laquelle on ne peut rien. Et ça m'est arrivé aussi pendant la guerre d'Algérie. Et aussi quand j'étais à Sarajevo, sur l'aérodrome de Sarajevo, qui était gardé par les militaires français de l'armée de l'air, dont je suis officier. On a peur de quoi? On a peur de mourir. Et on a peur de mourir pourquoi? Parce qu'il y a en face qui? C'est pas forcément un ennemi. Pendant la guerre de 14, les Français et les Allemands, ils étaient ennemis. Mais tout le monde sait, on le commémore en ce moment, qu'il y a eu des grandes scènes de fraternisation entre soldats français et soldats allemands au moment de Noël. Ils étaient ennemis, mais ils décidaient entre eux, d'une tranchée à l'autre, qu'ils allaient arrêter pendant la soirée. D'ailleurs, les états-majors ne voulaient pas cette fraternité. Les états-majors ne voulaient pas, mais ça se faisait quand même, etc. C'est-à-dire que les ennemis étaient des ennemis collectifs, français, allemands, envahisseurs, envahis. Mais individuellement, ils étaient des soldats tranchés, ils étaient pouilleux, ils étaient crasseux, mal nourris, ils avaient peur. Ils avaient peur les uns des autres, alors que, bon, de la même façon, à Sarajevo, j'ai ressenti ça, on avait peur. Pourquoi? Parce que l'aérodrome qui était gardé, qui était sécurisé par les militaires français, était en danger, mais un danger de qui? D'ennemis dont on ne savait pas qui. Ennemis, on avait peur de projectiles, on avait peur de bombes, on avait peur de se faire descendre en atterrissant ou en décollant. Mais l'ennemi n'était pas caractérisé. Or ça, c'est une chose que j'ai ressentie aussi, que j'ai connue aussi pendant la guerre d'Algérie. Les guerres coloniales sont des guerres qui étaient particulières par le fait que nous étions les envahisseurs. C'était pas la même chose que la guerre, comme la guerre de 14, nous étions envahis. La guerre de 40, on était envahis. Je n'ai pas connu la guerre de 14, mais on m'en a parlé dans ma famille. J'ai connu la guerre de 40 comme enfant. Et c'est très différent d'être soldat dans une armée coloniale qui est en train de battre à contre-courant de l'histoire et penser qu'on peut mourir pour une cause qu'on ne comprend pas très bien. Et c'était le cas de la fin de la guerre d'Algérie. Nous étions 500 000 garçons du contingent en Algérie au même moment. Je dis pas il y a eu à un moment donné 500 000. Et il y avait donc en Algérie, dans presque toutes les régions d'Algérie, dans les montagnes, dans le Sahara, dans la plaine, Mitidja, partout, des quantités de jeunes Français qui avaient souvent peur et qui étaient là en s'interrogeant pourquoi est-ce qu'ils étaient là. C'était un problème très grave parce qu'à la fois, il y avait une légitimité, une légalité de l'utilisation, de la possession, de l'occupation de la France, de l'Algérie par la France, d'une population de Français d'Algérie, comme on disait, qui avait le droit à sa sécurité, à ne pas être menacé, à ne pas être tué ni par des bombes, ni par des assassinats, c'était des civils. Et en même temps, il y avait aussi une autre population, beaucoup plus nombreuse d'ailleurs, d'Algériens, d'Arabes, de Kabyles, qui étaient chez eux depuis très longtemps, et qui avaient aussi décidé qu'ils voulaient leur indépendance. Ce qui était une chose que pour des Français, et des jeunes Français en particulier, est assez facile à comprendre, surtout quand on a étudié l'histoire des guerres de libération, des guerres d'indépendance. Et donc je pense que le problème de la peur de l'autre, la vraie peur de l'autre, elle est à la fois concrète et abstraite. Elle est concrète parce qu'on a peur de mourir dans une guerre. On a peur de mourir, non pas de la guerre, on a peur de mourir. Il y a des gens, vous savez, qui sont morts la veille de l'armistice. On a peur de mourir d'une balle. On peut mourir d'une balle perdue. On peut mourir à la guerre d'un accident de la route parce qu'on a conduit la Jeep comme un couillon, de façon brutale et qu'on s'est basculé. Donc c'est à la fois abstrait et concret. Et est-ce que c'est l'ennemi qui vous tue? Est-ce que c'est l'ennemi qui vous menace?
c'est pas sûr. Ce qui vous menace, c'est la guerre. Et ce qui vous tue, c'est un projectile. Et c'est quelquefois un projectile qui a été tiré par quelqu'un qui ne vous visait pas, qui a loupé l'autre, etc. Et donc je pense que le vrai problème de la peur de la mort, c'est qu'au fond, on sait tous qu'on va mourir, mais on renvoie cette idée le plus loin possible, et qu'en revanche, les circonstances dans lesquelles la mort peut vous être donnée par un autre, qui le veut, parfois sans le vouloir, ou qui va le faire, parfois sans le savoir, c'est une des circonstances les plus abstraites, mais les plus fréquentes de la peur qu'on peut avoir. La peur de la mort, c'est quand même la qualité de notre vie finalement, parce qu'on sait que ça peut arriver à n'importe quel moment, et c'est pour ça qu'il faut boire jusqu'à la lie chaque jour que nous vivons. Patrick, tu voulais réagir justement sur un point de vue... Je voulais surtout intervenir, d'abord remercier les organisateurs, parce qu'ils vont me permettre de parler de quelqu'un dont on parle peu, qui est souvent dans l'anonymat, qui est le fou. Et je voulais pas, parce qu'en fait, je travaille depuis une dizaine d'années je suis journaliste et écrivain, et je travaille depuis une dizaine d'années sur les questions de la psychiatrie et de la folie, et que lorsqu'on parle de peur de l'autre, et qu'on parle de peur du fou, on parle de vraiment la peur de l'autre dans ce qu'il a de plus étrange et de plus différent. Donc ce que je voulais dire, je voulais simplement vous présenter un petit peu 2-3 idées qui sont les miennes concernant cette affaire-là. La première, c'est que la peur du fou, j'irai au-delà de ce que je viens de dire à l'instant sur la peur de l'autre, mais la peur du fou, c'est quelque chose d'assez archaïque. Il y a un aspect archaïque des choses, et il y a probablement la peur du fou depuis que la folie existe, et donc depuis probablement que l'humanité existe dans nos civilisations. Et puis, derrière cette peur du fou, il y a la peur aussi de la déraison, c'est-à-dire cette idée que finalement, tout pourrait se désorganiser, que ces gens-là ont un psychisme totalement ouvert et qu'il n'y a pas de limite et qu'il n'y a pas de barrière, et ça fait peur. Mais surtout, je crois, c'est que la peur du fou, elle porte en elle une peur qui est cachée en nous, bien enfouie en nous, qui est la peur finalement non pas de la différence, parce que finalement, au bout du compte, on est tous différents et on est tous semblables, mais qui porte non pas donc tant sur la différence, mais sur la similitude. C'est-à-dire qu'on veut que la peur du fou, elle cache cette idée que le fou nous ressemble, que le fou est un être humain à part entière, et que nous ne sommes pas à l'abri de ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'en fait, la folie, c'est un miroir. Et donc, cette peur archaïque, elle aussi, elle a nourri plein de choses épouvantables. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la folie, et là je reste encore une fois sur la question de la peur, est aussi une création historique, politique et culturelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas fou de la même façon d'une époque à l'autre. Je voudrais deux exemples qui sont un peu tragiques, je m'en excuse, mais tout de même qui sont tout de même intéressants. On sait par exemple qu'au Moyen-Âge, on considérait la folie comme venant de l'extérieur de l'homme. C'est-à-dire que c'était le démon, c'était le diable qui possédait les fous, et ça créait une énorme peur, et c'est pour ça qu'on les brûlait. Et puis l'autre exemple que je voudrais vous donner, c'est l'exemple de ce qui est apparu au cours du XIXe siècle, au fond, qui s'appelait la théorie de la dégénérescence. Et cette théorie de la dégénérescence voulait, et on retrouvait cette théorie portée par des aliénistes fameux, des aliénistes, c'est-à-dire les psychiatres de l'époque, les gens de l'asile fameux. Et cette théorie de la dégénérescence voulait que la folie était héréditaire, et que ça s'est vite transformé, non seulement elle est héréditaire et donc elle est problématique, mais ça s'est vite transformé en la folie et les fous constituent la dégénérescence de la race. Et on a eu toute une théorie qui s'est développée à partir du 19e et dans le courant du 20e. Et cette théorie, elle nous a amené où? Elle nous a amené à ce qui s'est passé en Allemagne, à l'arrivée d'Hitler, où l'un des premiers décrets que Hitler a pris à son arrivée au pouvoir, c'est un décret organisant la stérilisation des malades mentaux qui a conduit à l'extermination des malades mentaux. Et puis le deuxième point, le deuxième fait historique qui est peu connu, et c'est pour ça que j'en parle, auquel a conduit cette théorie de la dégénérescence, c'est la mort de 40 000 malades mentaux dans les asiles pendant l'occupation allemande, mort de famine, c'est-à-dire que la société française les a laissés mourir. Donc vous voyez, tout ça est alimenté par la peur, par cette peur dont je parlais à l'instant. Je voudrais terminer, parce que je pense que je ne veux pas être très long. Non, c'est très bien, c'est très bien. Je voudrais terminer sur la situation présente. Qu'est-ce que c'est que la peur du fou aujourd'hui? Je crois que pour comprendre ce qu'est la peur du fou aujourd'hui, il faut revenir à la conception et à la vision qu'on a de la folie aujourd'hui. Et comme je le disais à l'instant, la vision de la folie, elle change d'une époque à l'autre. Et aujourd'hui, quelle est la conception que nous avons, la conception dominante que nous avons de la folie? C'est une conception que j'appellerais une conception scientiste.
j'emploie le terme scientifique, j'emploie pas le terme scientifique. Parce qu'il ne s'agit pas évidemment de critiquer et de dire que les recherches qui sont faites en neurosciences ou en biologie ou que sais-je encore ne sont pas intéressantes, bien sûr que si. Une conception scientiste, c'est une conception qui considère que la maladie mentale est un produit du cerveau, du système nerveux ou du patrimoine génétique, un dysfonctionnement du patrimoine génétique, et que c'est l'unique explication, c'est la parole unique. Et ça a été, et c'est toujours, plus ou moins, même si ça se fissure aujourd'hui, la position de la psychiatrie américaine dominante, par exemple. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans l'approche de la folie, cette conception uniquement scientifique des choses, scientiste, elle fait qu'on écarte toute autre approche. Et qu'on évite de se poser des questions sur notre propre responsabilité dans la situation du fou. Mais on pourrait dire ça de la situation du non-fou, d'ailleurs, quand on y songe. Quelle est la part de responsabilité dans la situation de l'autre? En renvoyant la responsabilité de la maladie à un chromosome ou à un gène déficient, ben on évite de se poser des questions sur notre propre comportement. Or, on sait que selon les conditions dans lesquelles la personne se trouve, son état est plus ou moins grave ou plus ou moins sérieux. Mais Patrick, est-ce que vous remplacez fou par la norme? Est-ce que c'est possible ça? C'est-à-dire que finalement, on peut aussi avoir peur par la norme, c'est-à-dire quelque chose qui est normé. C'est toujours en rapport avec une norme, évidemment. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une question politique, au fond du compte. C'est une question politique. Parce que si vous vous interrogez sur notre rôle dans la folie de l'autre, si vous vous interrogez sur le rôle de la société dans la folie de l'autre, vous allez être vite amené à vous poser la question de notre propre rôle et du rôle de la société dans la situation de l'individu aujourd'hui. Or, la situation de l'individu aujourd'hui dans notre société, ce n'est pas une situation très humaine, puisque finalement l'individu est considéré comme une ressource humaine. Ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir plus longuement, mais je pense qu'il est considéré comme une ressource humaine et point. Et le dernier point que je voudrais souligner sur cette question, sur cet aspect scientiste des choses, c'est qu'en fait, l'ambition de la science de vouloir expliquer ce qu'est la folie est en échec. Je disais à l'instant que la psychiatrie américaine est la psychiatrie la plus puissante au monde, et elle était sur cette position, elle est toujours massivement sur cette position-là. Je me trouvais il y a quelques jours dans une radio avec un psychiatre du Tennessee, un psychiatre américain, Jonathan Meisel, et lui me disait, un psychiatre, il faut qu'il soit médecin, mais il faudrait qu'il soit sociologue, il faudrait qu'il soit philosophe, il faudrait qu'il soit ethnologue si c'est nécessaire. Donc il développait une approche globale et non pas uniquement scientifique de la folie. Donc ça me semble très important, parce que si vous avez une approche globale et scientifique, la peur recule. La peur recule, puisque vous êtes dans la relation, vous n'êtes plus dans le diagnostic pur, vous êtes dans la relation. Dès le moment où vous êtes dans la relation, la peur recule, et la peur irraisonnée, parce que c'est une peur irraisonnée. Et puis je voudrais terminer sur cette question en disant que le deuxième aspect de la vision dominante de la folie aujourd'hui, c'est une conception gestionnaire de la folie. C'est-à-dire qu'en fait, on met en place des politiques qui sont faites pour gérer des populations qui perturbent et des populations qui peuvent perturber le fonctionnement social. Et en même temps, on demande au fou d'être un citoyen comme les autres, un citoyen souffrant, certes, mais comme les autres, et on lui demande d'avoir un projet de vie, par exemple. Vous voyez, vous pétez un plomb, vous êtes hospitalisé, on vous fait un traitement chimique, et dès que vous sentez les idées un peu plus claires, on vous dit quel est ton projet de vie pour te réinsérer. Et cette position, qui est une position relativement individuelle, même très individuelle, c'est-à-dire qu'on va demander à la personne de faire l'effort, on va demander à la personne de surmonter, avec une aide bien sûr, mais de surmonter son handicap, puisque c'est le terme qui est employé. Et là, il y a aussi quelque chose qui est très, très problématique, c'est que quand on sait ce qu'est la psychose, vous savez, la psychose, ça peut être extrêmement grave. Ça peut être des gens qui n'ont pas d'identité, ça peut être des gens qui vivent dans un délire permanent, ça peut être des gens pour qui le corps n'est plus leur corps. Tout ça peut être extrêmement grave. Donc cette façon de considérer le fou, comme je viens de le décrire, peut conduire à la sélection, et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, pour une minorité qui va réussir à faire cette trajectoire sociale, vous avez une écrasante majorité qui va se retrouver dans la rue, vous avez 30% des SDF qui sont des psychotiques, qui vont se retrouver en prison, ou qui vont se retrouver dans les familles complètement dépourvues et désarmées. Et pour revenir à la peur,
c'est que le système, qu'est-ce qu'il va faire de ces personnes-là? Il va les criminaliser, et il les criminalise. Ouvrez votre poste de télé ou votre radio. Quand on parle de la folie, c'est uniquement pour parler de la violence, parler des crimes, etc., etc. Et les criminaliser au plus haut niveau, parce que je vous rappelle que, par exemple, en 2008, il y a eu un discours de l'ex-président Sarkozy sur les questions de maladies mentales, où il a dit « les malades mentaux sont dangereux et il faut que j'en protège la société ». Donc vous voyez bien que la peur est alimentée, et la peur sert de gestion et de gouvernance, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire. C'était un titre d'un très bel article dans Le Monde, il n'y a pas très longtemps, la gouvernance par la peur. Elisabeth Lévy, on a fait le tour, donc chacun a son champ. On voit bien à quel point la peur de l'autre, c'est un champ assez varié. Donc Elisabeth Lévy, alors d'abord, je suis vous avez la désolée parole. parce que je crains de devoir vous infliger encore quelques idées régressives et malheureusement, n'étant pas philosophe et historienne, évidemment, de vous infliger aussi des commentaires sur l'actualité, donc un peu radé pâquerette. J'en suis désolée, monsieur le ministre. Je crois qu'effectivement, si on parle de ce thème aujourd'hui, c'est parce qu'on en parle dans la société et il n'y a pas... je pense qu'effectivement, l'histoire est certainement porteuse, mais il faut aussi, je veux dire, depuis le début, finalement, personne n'a répondu, ou plus exactement en creux. Donc, j'en conclus, effectivement, la peur, et en particulier la peur de l'autre, est toujours irraisonnée, pathologique en quelque sorte, et il faut la combattre. Alors, j'ai trouvé ce que vous avez dit sur les fous comme exemple de l'altérité en plus radicale très intéressant, nonobstant la difficulté de la définition. Vous avez parlé des psychoses, là on est clair, hein, si vous voulez, mais je ne pense pas qu'il soit si facile, mais bon, j'ai trouvé ça très intéressant. Ce qui m'ennuierait, si vous voulez, c'est qu'on transpose un peu à grande échelle cette idée que c'est la société qui est responsable de toutes les déviances des individus. Mais je veux dire, pour la question de la folie, vous avez raison, je pense qu'on est là confronté à quelque chose dont l'altérité, effectivement, peut faire peur, et je ne crois pas qu'il faille forcément criminaliser cette peur, si tant est qu'elle ne se traduise pas par des actes, répréhensibles. Mais moi, ce que je vois bêtement, si vous voulez, vraiment, oui, au ras des pâquerettes, c'est monter des peurs que je ne trouve pas irrationnelles, justement. Par exemple, la peur d'une nouvelle forme de violence. Je veux dire, on nous explique, évidemment, les homicides ont diminué, les cambriolages aussi. Les agressions de type très violent et surtout totalement, elles, irrationnelles. Oui, effectivement, quand un regard peut dégénérer en coup de couteau, quand un incident sur l'autoroute peut dégénérer en meurtre, oui, je veux dire, vous finissez par avoir peur de n'importe quel autre qui ne soit pas une vieille dame, si je puis dire, quand vous le croisez dans une rue sombre ou dans un couloir de métro. Et je pense que ça participe. C'est encore une fois, ça ne veut pas dire, évidemment, la statistique est avec... Je veux dire, mais moi, je sens monter... D'ailleurs, la gauche française a un problème avec ça. Elle parle davantage si vous voulez, au lieu de du sentiment de la criminaliser peur. en permanence les peurs, et Oui. si vous voulez, bien sûr, nous sommes tous, par exemple, si vous parlez de fous, je veux dire, comme vous l'avez fait, évidemment, nous disons tous, il faut réfréner, lutter en soi-même contre ce type de peur. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis tout à l'heure, oui, effectivement, le sujet, je suis désolée, c'était la peur de l'autre. Alors j'essaye d'y répondre et je sens qu'elle monte, et avec tous les fantasmes que ça peut décupler, puisqu'on finit par voir en tout autre un ennemi, mais l'idée qu'il n'y a jamais d'ennemi. Monsieur le ministre, vous avez eu cette phrase très intéressante, vous avez dit, c'est pas la guerre, c'est pas l'ennemi qui vous a tué, c'est la guerre. Et ça m'a rappelé, ça m'a fait penser aux commémorations de 14-18, il n'y avait pas... Je veux dire, tout le monde était victime, c'est-à-dire il n'y a pas de responsable, il n'y avait pas d'adversaire, il n'y avait pas d'ennemi. Mais non, l'histoire humaine, c'est ça aussi. Donc, je veux dire qu'on ait peur de l'ennemi, ça ne me semble pas à la guerre ou dans le débat idéologique, ou d'ailleurs je parlerais plutôt d'adversaire en l'occurrence, mais excusez-moi, ça me semble plutôt être une marque de bon sens parfois d'avoir peur. Et c'est ça, je trouve que en criminalisant toute peur, sauf celle du chômage, à vrai dire, celle-là est sanctifiée, on a le droit de... Je veux dire, et d'ailleurs, oui, je comprends qu'on ait peur du chômage, mais en criminalisant toutes les autres, si vous voulez, on ne fait que les décupler. Moi, je pense qu'il y a certaines peurs auxquelles il faut répondre, parce que parfois, il y a des bonnes raisons. Voilà. Donnez-nous un exemple, Elisabeth. La peur que je viens de décrire, parce que je sens bien que dans la salle, on a envie d'être un peu plus... Il est normal, si vous voulez. Je veux dire, je suis désolée, il faut plus de flics dans le métro si j'ai peur de prendre le métro. Voilà, je suis navrée. C'est pas très sexy, c'est pas très... je veux dire, ça doit pas bien se porter sur les stades, mais ou dans les vestiaires, j'en sais rien. Mais oui,
Je veux dire, ce genre de truc tout bête. Je veux dire, après, encore une fois, c'est-à-dire la peur d'un autre qui serait mythologique, d'un autre qui serait le juif ou le ceci ou le cela ou le ce que vous voulez, évidemment, est à combattre. Mais si vous ne la combattrez jamais si vous ne donnez pas le droit d'avoir peur de certains autres. Si vous voulez. Et je crois, et j'ajoute, je le redis, parce que évidemment, c'est tout à fait méprisable et régressif, mais là, je veux dire que je me comporte que comme journaliste, hein, je ne fais qu'observer. Je constate effectivement que les gens ont peur, je veux dire, de ce que j'ai appelé une peur identitaire. Ils ont peur de voir disparaître un certain type de mode de vie. Par exemple, hier, je ne sais pas, c'est quand même un peu absurde, si vous voulez, peut-être tout à fait légal, mais totalement absurde, de demander au Conseil général de Vendée d'enlever sa crèche devant le Conseil général parce que c'est une atteinte, c'est les libres penseurs, hein. C'est une atteinte à la laïcité, c'est confondre la loi et l'histoire en quelque sorte. Alors les gens, ça c'est pas la même peur, c'est pas une peur physique. Les gens ont peur effectivement de voir le monde qu'ils aiment disparaître. Alors, excusez-moi. À droite, pardon, Pierre Jox, vous voulez réagir? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Voilà, on progresse, pas à pas. Monsieur le ministre, je ne suis pas ministre, hein. Vous avez parlé de criminaliser les peurs. Qui a ici, qui a criminalisé une peur? Je ne sais pas qui vous visez. On les traite comme un affect à combattre, c'est ça que je dis. Bon, parfois, oui. ailleurs, on les criminalise. Bon, qui a traité comme un affect à combattre ici? Je ne sais pas. En revanche, que la peur naisse du danger, c'est évident, et le lieu où les plus grands dangers se rencontrent, c'est les guerres. Donc je parle de ça. Je ne pensais pas qu'on allait si rapidement, comme vous l'avez fait, madame, entrer par la bande dans un sujet aussi contemporain que celui de la peur de l'autre quand il s'agit de l'étranger. Puisque vous nous y emmenez, vous m'y retrouvez. En effet, l'orateur qui vous a précédé a introduit un glissement sémantique formidable pour nous. Comment est-ce qu'on dit l'étranger en anglais? Alien. Le mot alien est ambigu en anglais. En français, le mot aliéné est aussi ambigu. Comment est-on aliéné? Qu'est-ce que c'est qu'un aliéné? Est-ce que c'est un malade mental ou est-ce que c'est quelqu'un qui est légèrement atteint? L'aliénation est une aliénation qui peut être une aliénation sociale, économique. Les travailleurs sont aliénés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous fous. Bon. Quand vous avez introduit votre sujet sur les malades mentaux, en parlant de choses qui sont peu connues en France, mais que vous avez très bien rappelé, à savoir que les malades mentaux, malheureusement, peuplent les prisons. C'est pas vrai, mais il y en a beaucoup qui sont en prison. Beaucoup se retrouvent dans la rue parce que ni les prisons les gardent, parce qu'au bout d'un certain temps, un prisonnier a le droit de sortir dans certains cas, ni les hôpitaux psychiatriques parce qu'ils n'ont pas de place. Vous avez introduit la peur de l'autre, de cet autre-là qui est déviant, qui est différent. Et qui est différent parce qu'il n'a pas soit le même système de valeurs, soit la même capacité de regarder la réalité. Donc il inquiète. On a une autre catégorie d'autres qui, dans la France d'aujourd'hui, mais ce n'est pas nouveau, parce que la France est une vieille puissance coloniale qui n'a pas fini, d'un passé qui ne passe pas, c'est que dans la France d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'étrangers ou de gens d'origine étrangère. Certains sont des étrangers qui sont étrangers juridiquement, d'autres sont des gens d'origine étrangère mais d'origine assez récente pour qu'ils aient l'air étrangers, surtout si la couleur de leur peau les classe rapidement dans ce que l'on appelle les minorités visibles. Minorité visible à laquelle nous n'appartenons ni toi, ni moi, ici. Mais à Bamako, l'un et l'autre, nous serions clairement dans les minorités visibles. Bon. Dans la France d'aujourd'hui... ici en France. Hein, alors vous êtes quand même pas très facile à discerner. Moi, je suis un étranger. Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est un des problèmes principaux de la société française. Autant le regarder en face. Il y a un vieux fond raciste en France, qui est très ancien, qui est contemporain de la création de la République. La République, elle s'est fondée à un moment dans une grande affaire raciste, qui était l'affaire Dreyfus. La Ligue des droits de l'homme en France a été créée au moment de l'affaire Dreyfus pour lutter contre les manigances, les actions criminelles menées par les états-majors pour faire plonger un officier qui était un officier républicain et méritant, qui a été réhabilité après avoir passé des années au bagne. Bon. Et le racisme traverse l'histoire de France, malheureusement, parce qu'il accompagne maintenant la fin de son histoire coloniale et sa décolonisation. Mais Pierre, excusez-moi, quand on dit que quelqu'un a peur, oui. Est-ce que ce n'est pas culpabilisant de le traiter de raciste? Il a peur, la peur est naturelle. Mais, alors oui, je ne traite personne de raciste, moi.
Je regarde ce qui se passe, je regarde le racisme en France. Je le retrouve, je l'entends, je l'écoute dans bien des domaines. Et qu'est-ce que je constate? C'est que, et je le constate dans d'autres domaines encore, puisque je suis depuis quelques années avocat de mineurs, je constate que, comme en effet, la plupart des mineurs délinquants sont des jeunes des quartiers les plus pauvres, des familles les plus misérables, les plus abandonnées dans les quartiers les plus difficiles, et que pour la plupart, ils appartiennent à ces minorités visibles, on voit là un élément d'un racisme, alors que, n'oublions pas qu'il y a un siècle, les rôdeurs de barrières, les Apaches dans les faubourgs de Paris, c'était des petits émigrés de l'intérieur. Ils venaient d'où? Du Massif central, ils venaient du Cantal, ils venaient de la Savoie qui était à peine française, n'est-ce pas? Et au jour d'aujourd'hui, il y a une alimentation de ce racisme qui rebondit dans une période où, en effet, le chômage et toutes les difficultés économiques accentuent ça. Par conséquent, oui, je vais simplement je vais conclure. Les violeurs de Créteil, là, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Ouais. Je vais conclure là-dessus. Tout à l'heure, je reviendrai par un autre exemple historique. Mais personnellement, je pense que commencer un débat sur la peur, qui se voulait philosophique, qui avait été ouvert de façon philosophique, par les impressions que vous nous avez livrées sur le quartier où vous vous trouviez, avec toutes sortes de connotations que j'ai comprises, ne facilite pas à élever le débat. Mais on va essayer quand même. Alors, je voudrais, avant de vous donner la parole, Elisabeth. Non, mais Elisabeth, tu vas répondre. Mais juste, vous avez parlé des difficultés. Moi, j'ai quelques chiffres. Je voulais juste les donner à la salle pour qu'on contextualise bien la situation politique et socio-économique d'un certain nombre de quartiers. Un enfant sur deux vit dans une famille pauvre, dans les zones urbaines sensibles en France. Il y en a 750. 36% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire que les poches de pauvreté en France sont évidemment dans ces quartiers, bien évidemment dans le milieu rural aussi, mais principalement dans les zones urbaines sensibles. C'est 3 fois plus élevé que dans les autres territoires. Et puis l'autre chiffre, c'est qu'à niveau de qualification égale, les jeunes de 18 à 25 ans dans ces quartiers sont à 45% de chômage, alors que sur tout le territoire, c'est 22%. Ça, c'est une vraie réalité. Est-ce que pour autant, ces chiffres-là peuvent faire en sorte qu'on fasse l'économie d'avoir peur et d'avoir justement peur de cette question autour de l'identité? Moi, je voudrais quand même, excusez-moi, je suis vraiment navrée d'abaisser le débat à ce point. Je suis vraiment navrée d'abaisser le débat. Non, mais arrêtez. S'il vous plaît. Et d'abaisser le débat à ce point, je note... Mais attends, j'ai pas fini encore, Fred. Je note effectivement que vous regardez avec un mépris abyssal. Je me suis navrée, je vous le répète, je me suis contentée de répondre à la question et à ce qu'elle avait d'actualité. Excusez-moi, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas aussi savante que vous, mais de ma modeste place, qui n'est certainement pas aussi éminente et savante que la vôtre, d'accord, j'essaye d'observer ce que je vois dans mon pays. Non mais c'est marrant, la discourtoisie ne vous gêne pas dans tous les sens. J'essaye d'observer ce que je vois dans mon pays et je suis désolée, d'accord, ce que vous ne voulez pas voir et que vous... Je veux dire, alors donc j'entends, si vous voulez, que les délinquants sont essentiellement mus par le chômage ou le racisme, ce que je trouve, je veux dire, tout à fait insultant pour tous les gens qui souffrent de chômage et d'ailleurs aussi de racisme et qui ne deviennent pas délinquants. Je trouve que cette politique de l'excuse est criminelle, pardonnez-moi, est tout à fait, fâcheuse. Et en plus, vous méprisez, je veux dire, en les couvrant du voile de racisme, tous ceux qui, effectivement, ont peur de cette délinquance. Accessoirement, on a le droit, puisque... je veux dire, un certain nombre de gens, d'associations, etc. le disent, et effectivement, ceux qui observent la délinquance le pensent, qu'une partie, non pas des enfants, mais des petits-enfants d'immigrés n'arrivent pas à trouver sa place, ça, dans la société. Tout le monde est d'accord sur le diagnostic. Il y a certainement des responsabilités partagées. Moi, je crois que ce discours consistant à dire que c'est le produit du racisme français est vraiment dangereux. Il est dangereux parce que si vous m'expliquez que les types de Créteil sont le produit du chômage, de la misère, de je ne sais trop quoi, on leur a mal parlé, on les respecte pas. Là, je vois pas comment on va pouvoir affronter ces problèmes. Je dis simplement, oui, et je suis désolée, c'est ras des pâquerettes, je le répète et je m'en excuse, qu'il y a dans ce pays beaucoup de gens qui ont peur, ils n'ont sans doute... Peut-être ont-ils
trop peur par rapport à ce que la réalité suppose, peut-être, mais au lieu, si vous voulez, de prendre ça avec cette hauteur, oui, j'abaisse le débat, eh bien, demandez donc aux électeurs s'ils abaissent le débat, demandez donc aux Français qui sont en ébullition s'ils abaissent le débat. Parce qu'excusez-moi, vous ne l'abaissez pas, vous l'interdisez. Alors, Daniel Herrero, la parole est à vous. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette France qui a peur? Est-ce que ce que dit Elisabeth Lévy est objectif ou pas? Ou est-ce qu'on est dans une espèce de populisme qui ne dit pas son nom? C'est difficile, honnêtement, pour moi, de me mettre sur le plan de mettre le débat sur le plan exclusif aujourd'hui de ce que vit la France, avec une lecture, à mon sens, quand même très orientée, tu vois, des rapports humains, du vivre ensemble, à la fois des différentes cultures, des différentes communautés dans le temps présent, où incontestablement des tensions surgissent à partir d'un certain nombre de problèmes sociaux contemporains assez épineux, tu vois. Bon, et c'est ce qui sort, en l'occurrence, c'est peut-être que ou tu m'aimes pas bien, ou je n'arrive pas à grandir, ou quels que soient les efforts que je peux faire, tu vois, je m'insère pas bien. Bon, tout ça génère effectivement des inquiétudes. Ces inquiétudes, elles génèrent souvent des comportements conflictuels. Ça, c'est incontestable. Mais qu'est-ce qu'on fait politiquement? Parce que c'est ça le truc. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on le savait? Vous avez raison. Juste sur un point, je vous rends raison alors, sur un Belle, point. alors, toi, on t'a écouté avec plaisir. Maintenant, tu me fais plaisir. Vous avez raison sur un point. Non, parce que là, elle pose un autre problème qui est le problème, j'allais dire, la peur qui naît à plus forte raison du différent ou de l'étranger. Cette problématique-là, ce n'est pas une peur objectivée. Ce n'est pas une peur connue, répertoriée, dont on a les arguments et les éléments pour la contrarier à partir d'une démarche opérationnelle. Non, l'éducation est difficile, est un beau paramètre, mais c'est assez difficile. La sensibilité profonde humaniste, elle n'interpelle pas radicalement. Il y a des difficultés à appréhender ce problème-là. Ça génère incontestablement des peurs. Mais ce qui m'intéresse, ce qui me pose problème, là, en l'occurrence, c'est que cette peur-là, de fait, elle est laide. Elle est laide. Elle interroge, elle est laide. Elle porte une culpabilisation morale. Tu vois, elle ne porte pas un effroi, bien qu'il faut qu'on trouve un exemple où tu aurais pu te faire couper la gorge dans une vieille rue. Mais elle ne porte pas d'effroi. Elle porte une inquiétude assez fondamentale sur ton destin. Et en l'occurrence, elle va interroger, à mon sens, la problématique de la peur dans la société, elle va interroger sur l'âme profonde du citoyen. En l'occurrence, est-ce que tu es courageuse pour affronter le monde ou est-ce que tu es peureuse? Tu vois, voilà. C'est-à-dire que ma conviction, c'est qu'il y a doute, il y a équivoque, il y a mal-être autour de cette inquiétude-là, parce qu'elle génère de fait un regard assez suspect, assez fragilisant et assez déshonorant sur est-ce que je suis équipé en valeur morale pour affronter ces difficultés. Voilà, collègues. Je pense qu'honnêtement, que la façon d'appréhender la difficulté sociale aujourd'hui, tu vois, c'est sans doute en augmentant le potentiel de compétences, tu vois, c'est-à-dire améliorer les attributs pour aller lutter contre la balourdise et la médiocrité, et à plus forte raison la dangerosité, tu vois, et sans doute aussi faire en sorte, évidemment, que nous soyons dans une organisation sociale qui nous protège. On a bien compris. Maintenant, tu as bien compris quand tu demandes un condé derrière chaque mec qui prend le tramway, que c'est une approche frelatée du monde. Frelatée, fétide, mortifère. Frelatée, fétide et mortifère. Elle est le reflet d'une peur ancestrale que je te demande d'où elle vient. Quoi, voilà. Alors, j'adore le mot condé devant un ancien ministre de l'Intérieur. Pierre Jox, est-ce qu'on peut être en sécurité individuellement et avoir peur collectivement? C'est possible, ça? Ah, bien sûr, et réciproquement. On peut avoir peur individuellement et être en sécurité collectivement. C'est un peu, normalement, le rôle de la politique, ça. C'est un point de vue. C'est un point de vue. La sécurité ne résulte pas seulement de la politique. Aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup plus de policiers qu'en France. Beaucoup plus de policiers qu'en France, à tous les niveaux, avec des polices locales, municipales, d'État, fédérales, etc. Il y a beaucoup plus de crimes qu'en France. Il y a beaucoup plus de mineurs délinquants qu'en France, beaucoup plus de mineurs criminels. Ils sont dans des prisons et ils sont presque tous noirs. Ce n'est pas une question politique uniquement la sécurité. Le vivre ensemble dans une société de gens différents, de catégories sociales différentes, et parfois d'origine culturelle, et parfois de pratiques ou de convictions religieuses différentes, est plus difficile
que dans une société homogène sur le plan religieux, philosophique homogène. La société rurale de la France d'autrefois était relativement en sécurité. Il y avait des bagarres à la sortie des balles entre les garçons, mais il n'y avait pas de grand banditisme, etc. La société française, ça a été évoqué, elle est traversée de courants divers et il y a évidemment des éléments d'insécurité dont certains sont sociaux. Alors, je reviendrai un mot sur la phrase qui a été glissée par Madame Lévy sur la politique de l'excuse. Tous ceux qui sont dans cette salle n'ont peut-être pas compris l'allusion qui est faite. C'est une position traditionnelle de la droite française, mais depuis plus d'un siècle, de considérer que les philosophes, les juristes, éventuellement les hommes politiques de gauche, qui disent qu'on ne doit pas traiter un enfant comme un adulte, qui disent qu'on ne doit pas juger les jeunes mineurs comme des adultes, qui disent qu'on doit s'occuper quand un enfant commet un délit, à plus forte raison s'il en commet plusieurs, ou hélas, si parfois il commet un crime, on doit s'occuper de l'éduquer, de le ramener à la vie, et que c'est ça la fonction de la justice, de la police et des services éducatifs du ministère de la Justice qui dépendent de Madame Taubira aujourd'hui. Je vous en prie, interrompez-moi si ça vous arrange. Moi, les interruptions en général, les interruptions, j'en tire profit. Alors allez-y, méfiez-vous. Allez-y, allez-y. Elle est très simple à animer, cette table ronde. D'abord, je n'ai pas parlé de la justice des mineurs. Et moi, oui. En gros, mais moi, je vous dis juste une chose. Aujourd'hui, si vous voulez, on relâche de grands gaillards qui ont peut-être, oui, entre 17 ans, donc ils sont dans le... avec un rappel à la loi qui est du plus bel effet, si vous voulez, et avec toutes sortes d'admonestations, je veux dire, qui sont sidérantes. Donc, il ne s'agit pas, je ne sais pas, et quant à la justice des mineurs, elle n'est tournée effectivement jamais vers la sanction. Or, il me semble, oui, c'est très mal de le penser, que la justice doit aussi être tournée vers la sanction. Elle ne peut pas être que compassion. Je le crois, oui. Je vous avais dit de vous méfier. La justice des mineurs en France est une des plus... La justice des mineurs en France, les statistiques le montrent, est une des plus punitives qui soit. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont poursuivis et punis que de grands fraudeurs fiscaux. C'est pas vrai. Deuxièmement, je reviens sur la question de fond que j'avais commencé à évoquer, à savoir l'allusion à la politique de l'excuse. Non, il n'y a pas une philosophie politique qui prétend, quelles que soient les autres orientations, de dire qu'il faut excuser à tout prix ceux qui commettent des délits et des crimes. Pas du tout. En revanche, oui, il y a une politique, il y a une philosophie, il y a des expériences juridiques et sociales à travers des pays depuis plus d'un siècle qui montrent qu'une société a intérêt, lorsque des enfants ou des adolescents commencent à tomber dans la délinquance, que la société a intérêt, elle n'a pas seulement le devoir moral de s'occuper de ses enfants, comme on s'occupe de ses propres enfants, une société doit s'occuper de ses enfants. Elle n'a pas seulement le devoir de s'occuper des enfants, comme des enfants qu'on doit éduquer, qu'on doit former. Elle a intérêt à prendre les enfants qui sont entrés dans une mauvaise voie, à les prendre par la main, ou par le bras, ou par l'épaule, et parfois à les incarcérer, et parfois à les punir sévèrement, et le plus souvent à s'occuper de leur éducation. Elle y a intérêt. Ce n'est pas une politique de l'excuse, une politique de la jeunesse, c'est une politique de l'avenir. Et ça, madame, quand vous avez reparlé tout à l'heure de la phrase de garçon de 17 ans, le grand gaillard de 17 ans, madame, ça c'est ce que disait Sarkozy à Grenoble il y a quelque temps. Oui. Oui, c'est très mal. Non, c'est pas très mal, c'est très intéressant. On n'a pas interdit tous les mots prononcés par Sarkozy. C'est très intéressant, c'est pas mal, c'est très utile que les gens se révèlent comme ça, en effet. Parce qu'il a dit, oui, les gaillards d'aujourd'hui, à 17 ans, ils ont 1m80. Ben moi, à 17 ans, j'avais déjà 1m80, même 82. Il n'y a pas aujourd'hui une jeunesse qui soit plus délinquante, plus pourrie, plus mauvaise qu'à d'autres moments. Il y a eu depuis très longtemps, et c'est observé à travers les pays démocratiques, la société a intérêt à s'occuper des enfants et des adolescents, de les éduquer, de les ramener dans le droit chemin. Et dans la société française, aujourd'hui, il est bon de savoir que 80% des jeunes qui vont devant les tribunaux pour enfants n'y retournent jamais, ce qui prouve que c'est un système qui marche assez bien. Et quant à stigmatiser les jeunes sous prétexte qu'à 17 ans, ils ont 1m80, ce sont des vieilles badernes. Elisabeth Lévy. Alors moi... Patrick, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais si vous voulez. Et puis bientôt, vous allez avoir la parole en plus. Je suis navré, vous pouvez quitter la salle quand je parle. Voilà, si ça vous ennuie vraiment. Non, restez, s'il vous plaît, restez. Non, mais ça devient vraiment désobligeant. Il devrait y avoir dans ces débats un peu de courtoisie. Vas-y, Elisabeth. Alors, la première, moi, je vais vous dire une chose, de quoi j'ai peur. Puisque M. Jox a parlé de la peur de la mort, j'ai bien le droit de sortir moi aussi un peu du sujet. Alors, j'ai peur d'un monde où les mots n'ont plus de sens. Quand vous osez dire que je veux mettre un flic derrière chaque
personnes en France et que c'est tout ce que vous avez entendu de mes propos, excusez-moi, nous sommes dans un monde de sourds. Les mots n'ont plus de sens, vous caricaturez, vous m'ensevelissez sous le mépris et les épithètes. Mais il y a surtout, pour revenir au sujet, alors, quant à ce que vous dites de la justice et des mineurs et des majeurs, le problème c'est qu'une fois qu'on a fait toutes sortes de peines qui certainement sont très intelligentes et que personne ne les suit, que les dossiers, personne ne sait où sont les gens en libération conditionnelle avec les bracelets électroniques, c'est un foutoir. Donc la réalité c'est que ce que vous dites, on ne le fait pas dans les faits, d'accord ? Je veux dire, vous pouvez me regarder avec la hauteur que vous voulez. La justice, malheureusement, ne le fait pas. Et j'espère qu'elle le fait pour les mineurs. Mais sinon, si vous voulez, toutes ces peines, certainement très bien, si vous voulez, qui visent aussi à réinsérer, consistent en général à relâcher les gens dans la nature. Mais je voudrais conclure sur notre thème. Parce que, évidemment, comme j'ai un tout petit cerveau et maladroitement, j'ai essayé... moi, et d'ailleurs comme Nourdine en introduction, de traiter le sujet effectivement d'une façon peut-être trop journalistique, vous ne devez jamais fréquenter de journaliste, et de dire un peu effectivement ce qu'on sentait dans ce pays. Eh bien, il y a une chose, c'est que ce que j'entends là maintenant, c'est qu'il est sûr, si vous voulez, que les gens peuvent crier de toute leur force qu'ils ont peur de ceci ou de cela, la surdité d'une partie de nos élites les garantit absolument contre tout cela. Et je trouve ça déprimant. Je trouve ça déprimant parce que vous ne vous rendez pas compte. Je veux dire, vous êtes d'un mépris abyssal. Comment ça, les gens ont peur de l'autre alors que c'est tellement merveilleux, ils stigmatisent. Mais enfin, et en plus, on dirait que la responsabilité individuelle maintenant n'existe plus. Je veux dire, nous sommes un pays, si vous voulez, de gens qui sont victimes tout le temps de quelque chose et qui n'ont jamais aucune responsabilité. Je suis désolée. Je veux dire, ces peurs que vous n'entendez pas, elles vont vous sauter et nous sauter à la figure. Voilà. Patrick. Écoutez, moi, je ne vais pas rentrer dans le spectacle. Je voulais juste rappeler deux choses. La première, c'est qu'il y a une chose dont on ne parle pas quand on parle des peurs aujourd'hui. C'est que depuis, à mon sens, une vingtaine d'années ou plus, en particulier avec l'arrivée du chômage de masse, s'est installée une peur récurrente, permanente, par rapport à la situation des gens, par rapport à leur futur, par rapport à leur avenir. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça a à voir avec notre modèle économique et social. Ça a à voir avec le recul du service public. Ça a à voir avec l'abandon de la sécurité, avec les attaques contre la sécurité sociale. Ça a à voir avec le fait que les gens se retrouvent seuls dans les entreprises parce que les collectifs ont été détruits et qu'ils sont dans la souffrance. Donc je ne veux pas être aller trop loin dans ce sens, mais je pense que si on oublie ça, alors après on fait du spectacle, effectivement. Et puis la deuxième idée que je voulais souligner, quand je parlais tout à l'heure des malades mentaux, c'est que la peur, évidemment, il y a une peur individuelle qui est une peur quasi biologique, quasi instinctive. Mais la peur, c'est une affaire politique aussi. C'est une affaire politique. Quand on dit que les fous sont dangereux, mais c'est faux. Mais c'est faux. C'est quand on dit que les fous sont dangereux, ça signifie qu'on les a, pour une partie d'entre eux, mais suivez mon regard, ça ne concerne pas que les fous, on les a relégués dans les populations à risque qu'il faut gérer, qu'il faut contrôler. Et pour ça, eh bien, on a une politique de la peur. Mais cette politique de la peur, ça consiste à faire en sorte que quand il y a un crime, et c'est vrai que dans la période récente, il y a eu 2 crimes terribles, mais on peut les analyser, ces crimes. Je ne vais pas le faire là, ce serait trop long. Mais il n'y a pas plus de crimes parmi la population des malades mentaux qu'en population générale. Ça, déjà, c'est le premier point. Deuxième point, quand on abandonne les gens à leur sort, alors qu'ils sont dans une situation complètement difficile et affolante, effectivement, on crée les conditions pour qu'il y ait des problèmes. Ce que je veux dire, c'est que quand, au moment du crime de Grenoble ou au moment du crime de Pau, il y a eu toute une période après où on a entendu dans les grands médias que les fous sont parmi nous, que les fous sont dangereux, etc., etc. Ça a donné quoi? Ça a donné le discours de Sarkozy à Antony, dont je parlais tout à l'heure. Ça a donné 75 millions d'euros pour faire des chambres d'isolement et des contraintes, etc., chose que la psychiatrie humaniste avait réussi à empêcher. Je veux dire que tout ça, si on ne prend pas tout ça en compte, alors après, effectivement, envoyons un Condé, comme tu dis, Daniel, derrière chaque fou. Oui. Condé qui veut dire flic ou policier. Daniel Herrero, peut-être, vous passez tout le temps, vous avez une espèce de
Donc, est-ce que, tout à l'heure, ça a été dit en fait par Elisabeth Lévy, je vais aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'au fond, il y a un discours politique élitiste et il y a la réalité des gens, de ces personnes qui ont peur au quotidien. Est-ce que notre élite est complètement déconnectée de cette réalité ou est-ce qu'on est dans l'enjolivement permanent d'une certaine société rêvée alors qu'en réalité, les gens ne perçoivent absolument pas cette situation et ont effectivement peur au quotidien? On pourrait avoir la sensation que suivant le regard que tu portes sur le monde et ce que tu as dans ton cœur, tu peux le lire de façon effrayante, régressive et dangereuse, et tu peux le lire de façon compliquée, anxiogène un peu, et pas totalement désespéré, je suis désolé, c'est un regard que tu peux porter sur le monde. Dans l'état actuel des choses sur notre pays, mais là, vraiment le discours il est politique, d'aucuns pourraient penser que chaque fois qu'il y a une inquiétude sur l'intégrité physique, il faut quand même mettre du raid. C'est un regard, il peut avoir sa légitimité. Hein. Ben, du raid, pas du raid... la force. Ni du GEPM, je sais pas comment, tu vois, le RAID qui est l'organisme créé par Pierre Jox, militaire et policier, pour donner de la confiance aux hommes quand il y a des turbulences particulièrement graves. Dans l'armée, quand on parle... En gros, une bavure, quoi, vous voulez dire, une bavure. Dans l'armée, quand on parle du RAID, c'est de la gnôle. Ouais, mais toi, quand tu crées le RAID, c'était pas de la gnôle, c'était, tu vois, c'était quand ça se gâte, il faut aller intervenir avec des hommes maîtrisés. Maîtriser, ça veut dire qu'à un moment, les mécanismes affectifs régressifs et inhibants, tu vois, eh bien, on s'est donné les techniques, on s'est donné l'expérience, c'est-à-dire on s'est donné le vécu, tu vois, pour les contrarier. Expérience, je me permets, collègues, hein. Je me permets sans faire le bouffon, hein. Encore que. Non, mais expérience, à la fois un mot sublime et un mot désespérant. Sublime, parce qu'expérience, tu vois, quand tu dis le vécu devrait nous permettre aujourd'hui d'appréhender ces difficultés sociales avec probablement plus de confiance. L'expérience, ex c'est dehors et péril au milieu c'est la peur, quoi. L'expérience, c'est mettre la peur dehors dans un système social, quoi. Hein. Tu vois, voilà. Nous, on aimerait effectivement qu'on soit titulaire, vu le vécu de ces humains dans cette société-là, qu'on soit titulaire d'une capacité à affronter ces peurs avec sérénité, je dirais. Et tout ça sans micro en plus, voilà. Pierre Jox. Et après pour ça, j'ai encore envie de te dire que tu vois, dans l'éducatif, c'est-à-dire quand même, le courage peut s'éduquer, le lien social et le vivre ensemble peut s'éduquer, et je me permets, c'est une conclusion à 2 francs pour le sportif que je suis, viens quand même sur les stades, envoie-y tes enfants, parce que la rencontre de l'autre, même quand elle peut faire mal, elle a pour mission quand même de donner du bonheur et de faire grandir. Voilà. Daniel, on est passé à l'euro quand même depuis quelques années. L'euro. Donne-y 2 euros. 2 euros, oui. Non, juste un mot sur la question de la récidive et de la liberté conditionnelle. Pour certains, dont je comprends que vous êtes, madame, vous en avez le droit, et vous avez dit que je voulais lutter contre la discussion. Au contraire, je suis pour les discussions, surtout les débats publics sur des questions aussi importantes. Pour certains, quand quelqu'un a été condamné, il fait sa peine, il doit rester jusqu'au bout, etc. Très bien. Les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, les matons, qui ont l'expérience quotidienne, c'est leur métier, de garder des prisonniers pour des courtes ou longues peines, ou très longues, des prisonniers qui sont des hommes jeunes ou moins jeunes, qui sont des délinquants ou des criminels endurcis ou d'occasion, des récidivistes ou pas. Ils en voient de toutes les couleurs et de toutes les sortes. Les professionnels de la prison, que sont les fonctionnaires de la pénitentiaire, savent très bien qu'un individu dangereux, il est encore plus dangereux s'il n'a aucune chance de sortir un jour. Et que par conséquent, il faut doser de façon, et c'est très difficile, et là interviennent autant des psychologues, des psychiatres, des sociologues, des médecins, doser la dose d'espoir qu'on doit laisser, le minimum d'espoir qu'on doit laisser, même aux criminels le plus horrible, sauf dans certains cas qui sont prévus par la loi française, qui font qu'on peut rester en prison, pour que lui-même, il ait une dose d'espoir, qu'il garde une part d'humanité et que dans sa cellule, dans ses rapports avec les autres taulards, avec les matons, etc., et avec d'autres personnels, puisqu'il peut travailler en prison, il peut avoir en place des médecins, qu'il ait une chance et que peut-être, il se dit qu'il sortira, non pas après 20 ans, mais après 15 ans, après 12 ans, comme c'est possible. Nier cela, en disant, comme vous venez de le faire malheureusement, de façon caricaturale,
oui, les gens, on les condamne et puis on les sort, on ne sait pas ce qu'ils font, etc. D'affirmer. Bon, vous n'avez pas dit ça, sauf que ce qui vous a été enregistré, et dans 30 secondes, je vais vous le reprojeter, si vous voulez. Vous avez dit ça mot à mot, comme beaucoup d'autres avant vous. C'est avec vos menaces de reproche. Je ne menace pas du tout. Je ne me menace pas, je me fâche. Je me fâche, je ne menace pas. Je n'ai jamais menacé une femme de ma vie, et encore moins en public, alors vous comprenez? Bon. Je me fâche parce que les propos que vous avez tenus en disant « oui, on les laisse courir n'importe où, on ne sait pas où ils sont », ce sont les propos qui inspirent une philosophie répressive qui est à la fois inefficace et immorale. Commence à me fatiguer. Non, mais moi, je suis infatigable, madame. Effectivement, moi, je suis infatigable et je me laisse interrompre quand je veux et pas quand je ne veux pas. Et pour le moment, je n'ai pas envie de me laisser interrompre parce que ce que vous avez dit, madame, est scandaleux. Est extrêmement dangereux par rapport à la société française. Quand un grand crime a lieu, comme ça a lieu de temps en temps, parce que quelqu'un a été multirécidiviste, la contradiction n'est pas l'insulte. Non, mais moi, je ne vais pas couper les micros des gens quand même. La contradiction n'est pas l'insulte. Voilà. Quand on dit que libérer des multirécidivistes dans certaines conditions, c'est on les laisse aller où on veut, eh bien, c'est quelque chose qui va dans un mauvais sens. Maintenant, on va la laisser répondre et pour qu'elle soit contente, comme ça, comme dans un procès bien mené, la parole sera à la défense pour finir. Voilà. Pour parler, il faut être dans un monde commun. Moi, je suis désolée, je dois être très susceptible. Je refuse, je ne peux pas parler avec quelqu'un qui commence, par ridiculiser tout ce que je dis, par dire que j'abaisse le débat, par me mépriser ostensiblement. Alors, pas pour vous, parce que je n'ai aucune envie de vous adresser la parole, mais je vais expliquer ce que je voulais dire. Concernant les délits aujourd'hui, je ne parle pas des crimes, je parle des délits. Une très grande... D'abord, au premier... Je veux dire, il n'y a pas de peine de prison ferme, c'est certainement très bien. Mais le truc, c'est qu'après, la justice, aujourd'hui, d'accord, accorde des tas de bracelets électroniques, peines alternatives, etc., lesquels, après, ne sont l'objet d'aucun suivi, ce qui veut dire que on relâche des gens souvent, je veux dire, on m'a raconté des cas, je les ai vus, je veux dire, on relâche des gens qui ont recommis parfois dans l'intervalle des délits, et surtout, de toute façon, après, on ne fait pas ce suivi, cette éducation, on lâche les gens. C'est tout ce que je voulais dire, vous pouvez toujours dire que c'est faux, vous pouvez prendre vos grands airs, je veux dire, excusez-moi, en fait, vous méprisez le populo et tout ce qu'il pense. Alors, on va donner à présent la parole à la salle. Donc voilà, c'est François qui a le micro. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un deuxième micro. En tous les cas, vous pouvez soit commenter, soit poser une question directement, ou soit interpeller directement l'un des 4 invités ici. Voilà. Bien. On vous écoute. François, c'est à toi. Bien, alors donc, la règle du jeu, tout le monde la connaît depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire qu'on n'alimente pas la polémique. Vous avez bien entendu, hein, autrement j'enlève le micro, c'est clair. On n'alimente pas la polémique. On pose une question aussi précise que concise et on dit à qui on s'adresse et on essaie de retrouver tous, les amis, un peu de convivialité. Vous remarquerez que des colloques sur la peur, il n'y en a pas. Et donc nos intervenants ne sont pas habitués. Ce n'est pas le 5e ou le 10e colloque qu'ils font sur la peur, donc ils sont obligés de se rôder un petit peu. C'est pour ça que c'est vivant. Première question. Oui, bonjour, je m'appelle Stéphane Bulot, je vous souhaite une bonne journée. Un peu plus fort, s'il vous plaît, on ne vous entend pas ici. Oui, je ne parle pas fort, donc si la technique peut m'aider, ce serait pas mal. Voilà. J'avais peur de ne pas pouvoir poser ma question parce que le débat est très très public, etc. Et j'avais une question assez précise où on doit réfléchir. C'est-à-dire que je m'occupe du Festival international Entre deux marches, qui est un festival de courts-métrages à Cannes. Et on reçoit beaucoup de courts-métrages du monde entier, 350 courts-métrages au travers de 50 pays ont envoyé des films sur le handicap. Ce que je voulais dire, c'est que les gens s'y intéressent. On n'est plus à l'époque où on brûle les fous, heureusement. On n'est plus à l'époque où on les enferme, même si ça a l'air de revenir. On n'est plus à ces époques-là je ne trouve pas d'adjectif, enfin je suis un peu indigné. Heureusement, on arrive à converser au travers du handicap, au travers du film, lorsqu'il y a un écran, lorsqu'il y a des journaux, les journalistes s'y intéressent. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à Cannes, au moment du festival 45 rue Mimon, lorsqu'il faut côtoyer les handicapés et regarder un film à côté d'eux pendant 2 heures, eh ben, on n'est plus qu'une centaine. Voilà.
Donc, est-ce que j'ai raison d'avoir... est-ce que c'est moi qui dois être soigné? Est-ce que les gens ont raison d'avoir peur? Voilà. Patrick va vous dire un mot. On se soigne mutuellement. Hein. La réponse? On se soigne mutuellement, a dit Patrick, mais en tous les cas, vous pouvez... Oui, je vous invite pendant Patrick le Festival est là du film de venir. Voilà. Je vous y retrouverai. Le Festival Entre-deux-Marches, de l'autre côté de la frontière, vous savez, là où il y a la voie rapide de l'autre côté. Là. Alors, question, commentaire, s'il vous plaît. Bonsoir. D'abord, merci pour toutes ces interventions. Ma question, en fait, c'est comment peut-on parler de la peur aujourd'hui sans adresser le problème, en fait, de l'injustice et le problème de la distribution des richesses, en fait, qui est vraiment un problème. J'ai beaucoup apprécié votre intervention sur la folie. Il y a eu beaucoup d'études aux États-Unis qui ont montré la corrélation entre la pauvreté et l'impact sur la santé mentale. Je peux vous dire que des fois, je crois que certaines personnes ont toujours peur d'une catégorie de personnes, et toujours la même. Le grand danger, soi-disant, en France, ce sont les musulmans ou les gens de couleur. Et je vous le dis parce que moi-même, en tant que femme de couleur, j'ai des fois à vivre cette réaction de la population blanche. C'est-à-dire, je vais dans un magasin, on me suit, croyant que je suis criminelle. Non, mais en fait, c'est cette peur, en fait. Beaucoup de gens en ce moment en France, et je le dis parce qu'on parle de Ferguson, mais en France, ça va tomber si ça continue. Il y a cette perception négative des gens, et en fait, il y a beaucoup d'attaques contre la population noire ou arabe et tout ça, ce qui crée au bout d'un moment ce ressentiment qui s'accumule dans les populations. Merci beaucoup, madame. Patrick, vous vouliez peut-être répondre, non, Patrick? Non? Vous voulez pas... Non, c'était simplement pour souligner effectivement une chose, je suis d'accord avec cette intervention, pour dire que la folie et la pauvreté ont toujours été et sont toujours liées. Et qu'effectivement, on est là aussi au cœur des injustices sociales dont vous parlez et que vous évoquez, et dont je pense qu'il faut absolument ne pas les éviter, puisque je pense qu'elles sont le fond de l'affaire. Après, quand on parlait de gestion politique par la peur, c'est bien aussi une gestion pour diviser les pauvres entre eux. C'est bien aussi une gestion pour opposer ceux qui sont victimes finalement entre eux, pardon. Et je pense que vous avez raison de souligner ça, et que la question de la folie, elle est un peu au centre de tout ça, même si ça paraît pas évident au premier abord. Alors j'ai interprété alors. On va faire tourner le micro, s'il te plaît, François. Voilà. Là, à droite, par exemple. Ah non, au centre. Bonjour, Laurence Vanin, philosophe. Je me permets d'intervenir à différents niveaux en fonction des intervenants que j'ai entendus ce jour, et je vous remercie chacun pour ce que vous avez pu dire sur ce sujet. Pour ma part, ce qui m'interpelle, vous avez évoqué la folie, et j'aurais aimé que vous précisiez davantage, parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de confusion dans la cité. Quelle est la folie, et quel est le moment où, quand on parle de délinquants sexuels ou de gens qui sont relâchés et qui sont récidivistes, comment situer, et est-ce que pour vous, la perversité ou le crime d'ordre sexuel est de l'ordre d'une folie ou autre? Merci de nous l'expliquer. D'un autre côté, j'ai bien entendu aussi qu'il était question de parler de règles du jeu, et je comprends très bien que M. Herrero aborde la question de la peur de l'autre dans un rapport qui est déjà cadré, je crois, par les règles du jeu. C'est-à-dire que si ça dégénère sur un terrain, les sanctions sont immédiates. Je comprends donc tout à fait bien Mme Lévy qui évoque aussi dans la cité cette question qui fait qu'on a peur de l'autre, parce qu'on a l'impression, et c'est un sentiment qui est amené à se généraliser, qu'il y a des différences entre les uns et les autres, et que le pouvoir, alors j'en viens ensuite à la politique, ou aux politiques, le pouvoir s'effrite tellement que finalement on n'a plus la possibilité de cadrer les gens, et le problème de la sanction, la limite entre l'ami et l'ennemi se pose aussi. Donc je ne demande pas à ce que vous me répondiez chacun, peut-être parce que ça serait peut-être trop long, mais en réalité se posent deux questions. Un, comment situer effectivement l'expérience de la normalité ou de la folie? Deux, quand on parle de peur, est-ce qu'on parle de l'autre pour la différence, l'indifférence, ou parce qu'il y a à un moment donné un effritement du politique, puisqu'on sait que dans le sport il y a des cadres? Et trois, il y a aussi quelque chose de sous-jacent à tout ça peut-être, c'est ce rapport où j'entends parler beaucoup de racisme, et on parle toujours d'un racisme dans un seul sens, et il faut peut-être l'exprimer dans l'autre sens. Il y a des gens qui aujourd'hui dans certains quartiers se sentent fébriles, non pas parce qu'ils sont, excusez-moi, des hommes ou des femmes de couleur, puisque c'est ainsi qu'on peut le dire, mais parce qu'ils sont peut-être blancs, c'est-à-dire qu'ils manquent de couleur. Donc je pose ces questions tout à fait philosophiquement parlant, et j'aimerais voir un peu ce que vous pourrez en dire, mais je comprends tout à fait le sentiment d'injustice. Merci beaucoup, madame. Donc, Patrick,
va répondre et ensuite Daniel sur la politique. Merci beaucoup. Merci pour la question sur la folie. Effectivement, vous avez raison de poser la question. Cela dit, quand moi je parle de folie, je fais très attention à parler de ce qui est la psychose. C'est-à-dire que ce qui ne veut pas dire que la folie se résume aux symptômes de la psychose, puisque l'une des idées que je défends, c'est que justement la folie, c'est bien autre chose, c'est une façon d'exister de l'être humain. Mais ce que je voudrais souligner par rapport à ça, donc vous voyez, on est quand même sur quelque chose de précis. Les schizophrènes, c'est 1% de la population, et c'est tout le temps 1% de la population. Bon, alors après, il est vrai que la psychiatrie s'occupe de plein d'autres gens, des gens qui font des burn-out, des gens qui sont dépressifs, des gens qui veulent se suicider, dans les entreprises, etc., et que les choses sont liées. Mais elles sont liées, mais elles sont différentes. Et pourquoi je dis ça? Parce que, si vous voulez, on assiste, depuis quelques années, à une négation de la folie. Quand je disais tout à l'heure qu'on demande au fou d'être un citoyen souffrant, qui prend son traitement et qui suit la trajectoire sociale qu'on lui a imposée, eh bien, on nie sa folie. Et je crois qu'il serait temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'imagine, mais qu'il serait temps de revenir sur ce concept de folie et de le remettre au goût du jour. Mais je peux vous assurer que dans toute la littérature dominante aujourd'hui, que ce soit les rapports au ministère, que ce soit les livres qui traitent des idées dominantes, jamais le terme de folie n'est employé. Jamais. Et même, je vais même vous dire qu'on assiste à une chose nouvelle, c'est que même le terme de maladie mentale est en train de tout doucement s'estomper. Donc je pense que tout ça a des implications très importantes. Alors, Pierre Jox, sur l'aspect politique. Il faut prendre le micro, s'il vous plaît, là. L'aspect politique. Vous savez, moi, j'ai quitté la vie politique il y a plus de 20 ans, volontairement. Je suis magistrat de profession. Je suis retourné à mon métier de magistrat. Et je suis avocat depuis quelque temps. Je vois un peu de près la délinquance et les problèmes des jeunes. Beaucoup moins celle des adultes, parce que c'est une justice séparée. Mais la société française est une société dans laquelle les débats sur la justice ont beaucoup tardé, ont été très retardés. Madame Taubira a mis des mois, maintenant 1 an et demi, pour faire voter cette loi pénale qui lui est reprochée avant même qu'elle soit mise en application. Parce que c'était un débat beaucoup plus philosophique que politique. Beaucoup plus philosophique que politique. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, on considère... C'est un débat qui s'est posé au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on décapitait les gens qui ne se découvraient pas devant une procession. Au XIXe siècle, dans le code pénal de Napoléon, on coupait la main du parricide avant de lui couper la tête. Moi, j'ai voté l'abolition de la peine de mort. Le droit pénal, ça change dans le temps. Il fut un temps où, en effet, quelqu'un qui était envoyé au bagne, il ne revenait jamais. Dreyfus, dont j'ai parlé tout à l'heure, il était fait pour aller mourir au bagne. Le droit pénal est un droit qui peut être un droit d'exclusion, mais il peut aussi être un droit correctionnel. Pourquoi est-ce que depuis plus d'un siècle, il y a des tribunaux correctionnels? Pourquoi est-ce que quand on commet un délit, on va devant un tribunal qui s'appelle le tribunal correctionnel? C'est parce que l'idée, c'est que la justice veut corriger, ce n'est pas une nouveauté. Bon, donc ce débat, savoir qu'est-ce qu'on fait quand on juge un délinquant, un criminel, et qu'est-ce qu'on fait quand ce délinquant, comme celui qui a commis ce délit, mérite l'excuse absolutoire parce qu'il est malade. La politique de l'excuse, mais aussi les malades mentaux en cause. Qu'est-ce que c'est qu'un malade mental? On ne dit plus un fou. Qu'est-ce que c'est qu'un malade mental? Un schizophrène. Vous avez dit quelqu'un qui ne sait pas si son corps est à lui. Il est complètement fou. Et s'il tue, qui a tué? Bon, le problème de la responsabilité d'un enfant, d'un petit enfant, d'un enfant de 10 ans en Angleterre, puni, lisez les romans de Dickens. Un enfant de 13 ans en France, il peut aller en prison. Un enfant de 18 ans, il n'est plus enfant à partir de 18 ans. D'un jeune de 20 ans. En Allemagne, on va élever la minorité pénale jusqu'à 20 ans. C'est un débat dans l'histoire qui se passe, dans les pays voisins aussi. C'est une évolution très lente, très profonde, qui est une évolution et qui est un débat philosophique. Est-ce que oui ou non, on doit laisser sa chance à quelqu'un qui a commis un délit, lui laisser une chance? Après tout, dire non, c'était commode, les bagnes. C'est la déportation. On n'en entendait plus parler. Évidemment, ils mouraient là-bas pour la plupart. Ceux qui ne mouraient pas, ils avaient le droit de s'installer. Parfois, ils faisaient des enfants, etc. Bon. La philosophie, au XVIIIe siècle, a consisté à mettre en cause la torture. Par exemple, on n'a pas supprimé la peine de mort, mais un jour, on a arrêté d'écarteler les gens avant de leur couper la tête.
Et puis un beau jour, on a décidé d'utiliser la guillotine. C'est un grand progrès, la guillotine. Monsieur le docteur Guillotin, c'était un philanthrope qui a inventé la guillotine pour qu'on coupe la tête des gens sans les faire souffrir. Un grand progrès. Eh bien, moi, j'ai voté un autre progrès. On n'a plus coupé la tête des gens. C'est un grave inconvénient. C'est que celui à qui on n'a pas coupé la tête, il peut récidiver. Ceux à qui on a coupé la tête, ils récidivaient jamais. C'était commode. Ça n'existe plus. Il y a des pays où la peine de mort existe encore. La France a aboli la peine de mort, elle ne peut même pas la rétablir pour des raisons juridiques. Par conséquent, toute la gradation des peines, des sanctions, des excuses, des moyens, c'est un débat politique et un débat philosophique qui a commencé il y a très longtemps et qui ne s'arrêtera sans doute jamais. Pourquoi? Parce que plus on avance, plus on met en cause. Qu'est-ce que c'est? Je ne savais pas qu'on n'emploie plus jamais le mot fou dans la vie courante. Quand on dit à quelqu'un qu'il est fou, c'est généralement pas du tout parce qu'il est malade mental. Si on a un ami ou un parent qui a une maladie mentale, on ne va pas dire qu'il est fou. Et si on dit de quelqu'un qu'il est fou, c'est un copain, il dit des conneries, il est fou. Bon, je ne savais pas que le mot fou même était maintenant, en quelque sorte, si je comprends bien, interdit. Peut-être, en tout cas pas utilisé. Pourquoi? Parce que le rapport à la maladie mentale, j'ai été récemment dans un colloque dans un hôpital psychiatrique. Ça ne s'appelle pas hôpital psychiatrique, ça s'appelle centre hospitalier spécialisé. Même pas le mot psychiatrique. Où il y a un service entier qui fonctionne en n'attachant pas les gens, en n'enfermant pas les gens, même alors que le droit le permet. Et il constate qu'il n'y a pas plus d'erreurs et de sorties que dans ceux... Simplement, ça demande plus de personnel. Donc tout le rapport à tous les déviants, qu'ils soient malades ou pas malades, qu'ils soient des petits délinquants ou de grands délinquants, qu'ils soient des petits criminels ou des grands criminels, ou les crimes sexuels, il n'y a pas de choses plus complexes à juger ou d'abord à instruire que les délits ou les crimes sexuels. Quand commence le viol? Quand est-ce que ça s'arrête? Beaucoup de tribunaux hésitent entre le crime, le viol est un crime, et puis les agressions sexuelles qui sont des délits. Quand ça se passe en famille, les incestes, si nombreux. Moi, j'ai découvert ça quand j'étais député. Et je le constate encore aujourd'hui alors que je suis avocat. Les incestes sont très nombreux. Sauf qu'ils sont 5 fois plus déclarés qu'il y a 50 ans. Mais ils ne sont pas 5 fois plus nombreux, ils sont 5 fois plus déclarés. C'est moi qui ai introduit. J'ai introduit de force, mais j'ai exigé qu'on mette des femmes policiers dans les commissariats de police, spécialement pour recueillir les plaintes en cas de viol ou d'agression sexuelle, parce que l'expérience montre qu'une femme qui a subi une agression sexuelle, et encore plus un viol, si elle arrive dans un commissariat et qu'elle ne trouve que devant des mecs, elle retourne chez elle. Et quand on a mis des femmes, etc. Donc ce sont des choses qui évoluent dans le temps. Le progrès, il va dans le sens, non pas du tout de la politique de l'excuse, non pas du tout d'une trop grande complaisance, non pas du tout de la facilité, mais de la réflexion, et un progrès humain, un progrès social qui existe dans ce domaine, tient compte aussi, comme vous l'avez dit, madame, de la situation sociale. Et c'est vrai que les pauvres sont sur le terrain dans lequel les enfants sont souvent les moins bien suivis, les moins bien à l'école, les moins bien dans les quartiers les plus pauvres, etc. Et on trouve plus dans ce domaine d'enfants qui sont en risque, en danger de devenir des délinquants. Il faut donc s'en occuper plus que les autres, mais pas les éliminer, pas les stigmatiser. Alors, on retourne dans la salle avec François. Je ne sais pas où est François. Ici. Vas-y, on t'écoute, François. Une question, monsieur. Bonjour, François Courage. Je voudrais interroger Madame Lévy pour savoir si la peur qu'elle a par rapport à son agressivité. Je voudrais interroger sur la peur qui est à l'origine de son agressivité. Merci. Eh bien, vous voyez, je suis quand même frappée par le fait que ça ne vous a pas gêné que je me fasse insulter et que vous trouvez agressif le fait que j'ai répondu. Très bien. Je vous remercie de cette intervention aimable. Alors, autre question. Doucement le micro, Elisabeth, doucement. Allez, même pas peur, on continue. Bonjour, Serge Defise. La question que je vous pose à tous, c'est la suivante. On avait un débat sur un sujet magnifique, la peur de l'autre. Un sujet noble, qui aurait pu être l'objet de l'expression de beaucoup d'expertises, d'ethnologues, d'éthologues, de sociologues, de psychosociologues, etc., etc. Et nous apprendre des tas de choses là-dessus, que moi je pourrais vous dire, parce que je suis un peu généralisé dans tout ça. Et pourquoi ces débats, à partir de l'intervention de départ,
et à aller dans la base fosse, dans la politique et dans l'opposition, non pas d'adversaires, mais d'ennemis politiques, entre une gauche angélique, excusez-moi, même un humanisme que je partage, mais qui est là, angélique, et qui ne connaît pas la société réelle, qui ne vit pas la société réelle, et une droite ultra-réactionnaire qui veut utiliser le communautarisme, la communautarisation de la société française dans un but de prendre le pouvoir et faire de plus en plus peur. Pourquoi est-on descendu là sur un débat, sur un thème aussi fantastique? À tous. Alors, Elisabeth. Alors j'ai une réponse. Parce que voyez-vous, François Lapéroux et Nordine Nabili ont commis une erreur. Ils ont invité des savants, des gens intelligents qui ont des choses élevées à dire, et une pauvre cloche qui parle de la réalité qu'elle observe. Voilà pourquoi. Dans la vie, il faut avoir un peu d'humour, hein, quand même, hein, les amis. Les amis. Daniel. Hein? Daniel va répondre, va dire aussi un mot. La question du collègue, évidemment, bon, elle nous stimule dans le sens où on aurait pu avoir une meilleure qualité culturelle si on avait fait venir vraiment des spécialistes de la chose. Alors, il fallait incontestablement que nous ayons quelques biologistes parce que le sujet, il a une profondeur organique, biologique, neurologique. Tu vois, bon, le collègue un peu avec la folie et de fait une fracture. Après, il aurait quand même aussi, il fallait avoir probablement un éthologue, tu vois, qui a étudié à la fois réellement, je sais pas, profondément le comportement animal et puis qui après viennent chez nous, chez les humains, comme ça. Puis quand même, honnêtement, mais à juste titre, hein, le sujet, à la fois, il est sublime puisqu'il pose quelque chose qui est à la fois profondément humain, qui caractérise le vivant et qui caractérise notamment le vivant quand il est grégaire. C'est-à-dire quand il vit en société. Bon, ben, chacun a donné son opinion. Simplement, nous avons lu un peu le monde à partir effectivement d'une impulsion qui était déjà très orientée et qui fait que après tu arrives dans un débat qui n'est même pas concurrentiel, qui est argument non pas fétide, mais argument belliqueux. Tu vois, belliqueux pour essayer de faire comprendre que cette réalité qui est quand même un trouble personnel face à des difficultés du monde qui peuvent altérer à la fois ton intégrité, ton équilibre moral et la façon dont tu vis avec les autres, ça pour le cerner c'est assez complexe et il me semble qu'à la sortie, bon, on a lu un truc un peu, je dirais, très contemporain avec une lecture du contemporain aussi très orientée. Là tu as à mon sens raison. Alors maintenant, par contre me semble-t-il, quand tu dis il y a de la beauté au sujet, moi je le ressentirais aussi, quoi, sans faire un humanisme régressif, tu vois, infantile et je sais pas, bené. Il y a l'idée que peut-être il y a de la beauté dans la peur. Il y a l'idée qu'il y a de la beauté. Alors de la beauté, il faut le définir évidemment ce qu'il y a de beau, mais il y a l'idée que ce mécanisme, tu vois, affectif, émotionnel, qui est quelque part quelque chose de troublant pour l'équilibre et pour la lecture du monde, que ce mécanisme, il peut générer des transcendances. Et des transcendances, j'allais dire des transcendances, c'est quand l'homme va au-delà de l'homme, hein, c'est-à-dire des transcendances qui font grandir l'homme. Je ne sais pas, alors, petitement, métaphore sportive, il nous arrive de dire en sport, par exemple, aujourd'hui, on n'avait pas peur de cet adversaire, hein, et de fait, on n'a pas libéré tout ce que nous avions comme talent, comme ressources affectives, comme générosité dans le courage, pour essayer de nous mesurer. Et il a pu nous arriver de dire, aujourd'hui, on était troublé par la peur de l'autre, et que la peur de l'autre nous a inhibés au point que notre capacité ne s'est pas exprimée. Moi, évidemment, j'aurais été tellement heureux que l'on dise, putain, mais c'est bien d'avoir des inquiétudes. C'est bien. C'est bien que l'autre il soit différent de toi et que parce qu'il est différent de toi, il peut te faire grandir, il peut t'interpeller. Alors simplement, s'il est différent de toi et que ça arrive sur le désastre, alors il faut intervenir à l'ancienne. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Alors, Jean-Claude Monod nous a rejoint et comme lui justement était dans la salle, donc il a pu observer tout ça, peut-être qu'il va aller dans votre sens, monsieur. Jean-Claude Monod. Non, moi ce que je trouvais intéressant, c'est la déception même vis-à-vis du débat et de nos interventions et me semble intéressante parce que ça renvoie peut-être à ces questions des niveaux de la peur. Il y a une peur élémentaire, une peur animale, comme on dit, et puis il y a une peur qui serait rationnelle. Et donc on est renvoyé aussi à des registres d'expression. C'est pas du tout pour dire que vous avez campé dans la peur animale et qu'on a essayé d'envisager la peur rationnelle, mais il y a beaucoup de registres qui fait qu'on ne sait pas exactement à quel niveau prendre la peur. Et on se dit, si on la prend à un niveau sublime,
Et des gens dans la salle vont nous dire, ou sur le stade, vont nous dire, mais c'est pas ça la peur quotidienne, c'est pas ça la vraie peur que moi je ressens tous les jours, etc. Si on la prend au niveau quotidien, on va nous dire, mais quand même, attendez, il y a des savoirs de la peur, des savoirs savants de la peur, les savoirs des éthologues, des ethnologues, des sociologues, etc. Et votre vécu de la peur n'a pas vraiment lieu d'être dit, puisque ce qu'il faut, c'est le savoir de la peur. Et je trouve intéressant que notre débat un peu bordélique, si je puis me permettre, permette de cette façon de faire sortir un peu ce côté impur de la peur, le fait que ça se joue sur des registres différents. Et voilà, moi j'aime bien l'impureté de ce débat. Alors, et la salle, s'il vous plaît. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. J'aurais 3 questions à vous poser. La première, comment expliquez-vous qu'en Allemagne, on ferme les prisons? J'ai vu ça sur Antenne 2 la semaine dernière. Deuxième question, ne pensez-vous pas que la peur que l'on a des handicapés ou des vieillards, j'ai eu pendant 3 ans ma mère dans une maison de retraite et j'en revenais détruite, ne soit le produit de l'effet miroir? Et troisième question, il fut un temps où les fous n'étaient pas l'émanation du diable, mais de Dieu, où même les rois les écoutaient parce qu'on pensait qu'ils disaient la vérité. Voilà mes 3 questions. Merci madame. Alors, sur les fous. Y a-t-il un philosophe dans la salle? Oui. Peut-être sur les fous, peut-être Patrick, non? Et puis peut-être après Jean-Claude. Vous avez raison, j'aurais dû le souligner, je même prévu de le souligner. Ce qui montre bien que les rapports entre la déraison et la raison étaient plus complexes qu'on ne le pense, et qu'aujourd'hui la déraison est quand même relativement étouffée par la raison dominante. C'est un petit peu ça que ça m'amène comme réflexion. Sur l'Allemagne, Pierre. Sur l'Allemagne, en effet, mais pas seulement en Allemagne, dans certains pays scandinaves, on ferme des prisons. En France, on en construit parce qu'il y a une politique de suivi et qui consiste à considérer que l'intérêt de la société n'est pas d'incarcérer toujours ni indéfiniment. Et la France suivra cet exemple. Est-ce qu'elle le suivra cette année, l'année prochaine, ou dans 10 ans ou dans 20 ans? Le mouvement est un mouvement historique qui a commencé, je répète, au XVIIIe siècle. C'est très lent. Et en Europe du Nord, il est plus avancé qu'en France. Elisabeth? Non, je veux juste dire, c'est toujours que, curieusement, avec tout ça, vous demandez vraiment, alors les sondages le font, le sont, je veux dire, de diverses manières. Les gens ne se sentent pas protégés par la justice et par la police. Alors, ça doit être qu'ils ont bêtement peur, je ne sais pas, mais il y a quand même un petit problème parce qu'ils n'ont pas le sentiment de l'être. Et c'est quand même un peu souvent le cas. Sur les prisons, je crois, Pierre Jox, il y a 60 000 places en France et en fait, il y a 66 000 détenus, je crois. Enfin, comme ça de tête, je ne sais pas. Mais... Non, on recommence, mais c'est juste pour dire qu'il y a quand même une surpopulation et que c'est compliqué. Et qu'il n'y a aucun politique aujourd'hui qui dit je veux faire autre chose, une alternative à l'incarcération. Même à gauche. Attendez, excusez-moi. Madame Taubira a fait voter il y a quelques mois une loi qui va dans le sens justement des alternatives à l'incarcération. Ce qui fait que si cette loi est mise en œuvre comme il faut dans les années qui viennent, avec le temps, c'est-à-dire au bout de 2, 3 ou 4 ou 5 ans, on en verra les conséquences et on n'aura plus besoin de continuer à construire des prisons en France, qui est la France qui est le seul pays d'Europe démocratique. Je mets l'Angleterre à part. Donc non, ne soyez pas pessimiste. Christiane Taubira n'a pas que des qualités. Elle a réussi à faire voter cette loi et je pense qu'à terme, cette loi aura l'effet recherché. Alors, on retourne dans la salle, parce que François a déjà perdu 2 kilos, il a fait 2 fois le tour de cette salle. Merci. Isabelle Lemoyle, retraitée. La question que je me pose, c'est est-ce que nous aurions peur d'être français? Le mot race ne me convient pas du tout, parce qu'on peut aller au-delà de la couleur, qu'on soit blanc, noir, ou rouge ou vert. Et autre question, est-ce qu'il n'y a pas un souci de protection qui est une inquiétude par rapport à la protection féminine également? Qui a peur d'être français ici? On a plutôt, c'est pas tellement une peur, là, c'est collectivement... je pense qu'on a quand même du mal à définir aujourd'hui ce que c'est. Je veux dire, mais je ne crois pas qu'on ait peur de l'être, ni d'en parler, heureusement. Oui, allez-y. Je me permets, c'est cette remarque qui impulse chez moi une petite réflexion presque... je ne sais pas si je peux la qualifier ou d'ordinaire ou de benette ou d'infantile, mais j'ai envie sur cette idée-là de vous la dire. C'est une histoire vraie.
Elle se passe en 1957 ou 58, c'est quand même donc il y a bien longtemps déjà, et elle se passe dans la ville de Sedan. Vous savez, la ville de Sedan avait subi tous les assauts et les plus vilains dans quasiment toutes les guerres, celle de 70, celle de 14, 18 et celle de 39-45. Là, nous sommes en 56-57, voilà, dans la ville de Sedan, qui avait encore sans doute une scarification profonde dans son cœur et dans son âme de ce que furent les défaites militaires. Voilà, nous sommes là dans un bistrot, le café des sports par nature et par définition, au centre de la ville de Sedan, où des gens... c'est rien. C'est rien, c'est rien. N'ayez pas peur. Non, puis je sens que l'histoire l'intéresse moyen. Enfin bon... Il n'y a pas de hasard, tu le sais, y compris... Bon, en fait, de fait, dans la petite ville de Sedan, dans un bistrot qui s'appelle le Café des Sports, des gens boivent le gorgeon du soir, amical et convivial, et puis d'aucuns font une petite partie de cartes juste à côté. Là, le bar, la brasserie est pleine, archi pleine même, et dans un coin du bar, 4 personnes jouent aux cartes, on dira, dans la tradition française, ils font une belote, peut-être coinchée, enfin, je ne sais pas, mais une belote, tu vois, à peu près. Voilà, et voilà. Et dans le bar rentre à un moment un monsieur, il a 2 gardes du corps, on pourrait dire, en fait, 2 gens qui sont avec lui, qui sembleraient être ou de sa garde prétorienne ou des sireurs de pompe olympiques, enfin bon, qui l'accompagnent. Il a un berberisme, mais ça c'est une métaphore un peu facile, il a un chapeau, ma foi, à l'ancienne, tu vois qu'il arrange un peu le col comme ça, il rentre, sans doute est-il le directeur de la filature, sans doute dans la période un peu avant, celle qu'on appelait la guerre, a eu des comportements un peu suspects, mais enfin, vous savez, le monde a changé, et puis les lois de la productivité font qu'il est respectable. Enfin, il rentre dans le bar, ce monsieur, et il regarde ces 4 personnes qui jouent aux cartes. Là. Tu vois, ces 4 personnes qui jouent aux cartes. Donc, je t'en présente une de ces 4 personnes, un black assez costaud, tu vois, frisé, plutôt souriant. Il s'appelle Zachary. Et il joue aux cartes, voilà, il joue aux cartes. Et il est assez frais, assez joyeux, enfin, bon, assez classique. L'homme, je dirais, dans la maturité, il doit avoir peut-être 25-27 ans. En face de lui, il joue un collègue, un peu sans doute de souche, un peu italienne. Le premier était black, tu l'as compris. Lui, il est un peu italo. Il a la rouflaquette un peu conséquente, il a le cheveu bien peigné, enfin, il a la parole un peu vive. Il a un peu la fraternité italienne et il a la parole comme ça, un peu généreuse, quoi, du mec qui joue aux cartes et qui est quand même content de passer un bon moment. Voilà. En face de lui, un grand D, 2 mètres, il s'appelle, alors celui-là, l'italien, il s'appelle Aldo. En face de lui joue un collègue, tu vois, qui mesure 2 mètres et qui est franchement une grosse caisse. Je pense qu'il est d'origine marocaine et qui s'appelle Hakim. Il mesure 2 mètres, c'est vraiment un gros gaillard, quoi, voilà. Et le 4e, dans la belote, c'est le patron du bar, lui, on ne dira rien. Enfin, bon, tu vois à peu près, quoi. Hein. Bon, voilà. Et ces 4 jouent aux cartes, comme ça, quoi, bon, de façon un peu vociférante. Le monsieur qui est rentré avec la garde du corps, comme ça, les regarde jouer, tu vois, il les regarde, et on sent qu'il a le regard un peu hautain, quelquefois même un peu... je dirais suffisant, qui pourrait mériter une irritation, mais enfin, bon, nous sommes là dans cette époque-là, et il dit comme ça, de façon un peu médiocre, tu vois, ou je sais pas, purement spontanée, parfois d'une spontanéité que moi je jugerais équivoque, quoi. Il dit putain, c'est pas avec ces métèques-là que la France ira loin, tu vois. On l'a entendu dire assez souvent. Hein. Bon, je te présente les 4 mecs quand même, si tu es d'accord. Le patron du bar, lui, on l'oublie. Mais le premier, il est black, il s'appelle Zachary. Tu vois, il s'appelle de fait Zachary Noah. Il joue dans l'équipe de football de Sedan. Il est capitaine de l'équipe de football de Sedan. L'histoire est vraie. Nous sommes en 1957. En face de lui, le mec qui joue avec lui, c'est un Italien. Il s'appelle Aldo Platini. L'histoire est vraie. Lui, il joue à Nancy. Il joue à Nancy, qui n'est pas très loin de Sedan. Le 3e, je l'ai fait monter pour la circonstance. Il s'appelle Hakim, et il s'appelle Hakim Benazi. Benazi, qui lui, je vous le dirai tout à l'heure, en conclusion, était aussi un sportif. Vous voyez, le 4e, on n'en parle pas. Donc ces 3-là, tu vois, ce sont les pères d'enfants qui, 20 ans après, seront les plus beaux capitaines des équipes de France de sport que nous ayons jamais connues. Quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup, Daniel. Alors, je vais vous répondre. Alors moi, j'ai ni le talent ni l'expérience de Daniel Herrero, mais pour vous répondre, madame, par exemple, moi, mon père avait peur que je devienne français. Ouais. Il avait vraiment... C'était une trouille mortelle chez lui. Il ne voulait pas que je devienne français. Parce que pour lui, si son fils devenait français, il ne parlerait plus en arabe, il ne serait plus musulman, il épouserait une Française à qui il ferait 3 ou 4 gamins, et il oublierait ses origines, sa culture et sa religion. Et j'ai apporté la preuve à mon père que je pouvais devenir français tout en respectant mes origines, en devenant aujourd'hui professeur à la faculté. Voilà. Question. Non,
Frédéric Fernet. Oui, c'est une question, plutôt une interrogation pour Patrick Coupechoux. Vous avez parlé de la peur de la folie comme de la peur de l'étranger. Est-ce que c'est de la même nature que la peur de l'étranger, que la peur de l'autre? Est-ce que la folie, c'est pas au contraire un miroir et un abîme, une attirance et une fascination? Autrement dit, c'est la peur de soi, c'est la peur du même. C'est exactement le contraire. C'est pas de la même nature que la peur de l'étranger, comme on l'a abordé tout à l'heure, me semble-t-il. Votre avis sur cette question? Merci, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que le problème, je ne l'ai pas dit, je l'ai dit dans d'autres termes. J'ai dit que le problème avec la folie, la peur que suscite la folie, c'est la similitude, si vous vous souvenez bien. Donc c'est le même. C'est le fait que finalement, quand on a quelqu'un de fou en face de soi, c'est un miroir. Et que effectivement, ça nous attire, et en même temps, ça nous terrorise, parce qu'on se dit que finalement, et on sait que finalement, dans le fond de nous-mêmes, on sait très bien que la folie est une possibilité. C'est pas simplement, c'est pas un microbe, enfin je veux dire, qui vient vous piquer le matin pour vous donner quelques symptômes désagréables. C'est une possibilité de l'humanité. Et ça, on le sait plus ou moins, dans le fond de nous-mêmes. Il y avait une grande psychiatre des aliénistes qui s'appelait Hélène Chéniaud. Hélène Chéniaud, elle disait, la folie est en chacun de nous, il faut parfois une vie entière pour en prendre conscience. Et je crois que c'est ça, mais ça m'étonne que vous ne l'ayez pas entendu quand je l'ai dit tout à l'heure. Ah ben bien entendu. Non, mais bien entendu. Sauf qu'on a des mécanismes politiques qui sont comparables par rapport aux uns et aux autres. C'est ça la différence. Alors, ultime question. François. Voilà la dernière pour terminer sur un sourire. Merci. Oui, je me présente, Bruno Mignard, je suis major honoraire de la police nationale. Et ma question s'adresse plus particulièrement à M. Jox, ancien ministre. Vous avez parlé tout à l'heure, et on a bien compris, que la peur ultime, selon vous, c'était la peur de la mort. Mais je pense qu'on peut décliner ça en peur d'être mort politiquement, de dégringolade sociale, professionnelle. Je vais vous donner un exemple. Le président Mitterrand, lors de son premier mandat, avait la réputation de glacer ses interlocuteurs, que ce soit les hauts fonctionnaires qu'il recevait, tels que les généraux, les préfets, et voire également ses ministres. Tous étaient effrayés par ce président, de peur de perdre certains de leurs privilèges. Il y en a un seul qui avait la réputation de ne pas avoir peur du président Mitterrand, c'était vous, monsieur le ministre. Donc je vous laisse savoir, premièrement, si c'était vrai, et enfin, est-ce que vous pourriez nous apporter une explication à cette non-peur du président Mitterrand? Merci, monsieur Pierre Jox. On va croire que vous êtes un compère. En tout cas, il écoutez, était sous vos commandements, monsieur le major honoraire, non, j'ai eu peur une fois de Mitterrand, une seule fois. J'ai fait une énorme connerie. J'ai fait une faute professionnelle qui a eu des conséquences, qui aurait pu avoir des conséquences très graves, qui a été réparée parce qu'on a des interventions diplomatiques, etc. Et j'ai eu très peur parce que j'ai pensé qu'il allait c'est pas parce qu'il allait me virer, mais j'ai eu très peur qu'il soit gravement atteint par cette erreur que j'avais commise, alors qu'il était pour rien. Sans ça, non, j'ai eu une relation très amicale et très bonne avec Mitterrand. Je ne crois pas, je n'étais pas le seul à ne pas avoir peur. Ça, Merci pour ma légende. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait que j'avais l'air angélique. Quand j'étais dans la vie politique, personne ne m'a jamais dit que j'étais angélique. Il faut que j'arrive à Cannes pour qu'on m'attribue cette épithète. Mais non, je n'étais pas le seul. J'ai eu beaucoup de confiance et bénéficié de beaucoup de confiance de la part de Mitterrand, en particulier d'ailleurs pour m'occuper de la police nationale qui en avait bien besoin, puisque pour la première fois, on a fait une loi pluriannuelle, une programmation pour développer le matériel, les technologies, la police scientifique. Et je crois que les fonctionnaires de police en ont gardé un bon souvenir. Mais alors, par rapport à votre première phrase, je vais vous donner l'occasion de corriger. J'ai dit la principale peur, la peur de la mort. Mais je n'ai pas pu développer parce qu'on est parti sur une autre direction. Grâce à vous, madame, je profite pour vous remercier après. J'ai pas parlé d'un thème. Non. Oui, mais je pensais développer un autre thème parce que la principale peur de la mort qu'on ait, je crois, à part la sienne, c'est la peur de la mort de ceux qui vous sont chers ou de ceux qui sont sous votre responsabilité. Parce qu'on a sa femme, ses enfants,
ou des parents ou des gens, ou quand on est dans des circonstances de guerre, on peut se trouver extrêmement inquiet de prendre la responsabilité, de mettre en danger la vie d'autrui. Et c'est donc pas seulement la peur de sa propre mort. Je n'ai pas développé ce thème. La peur de la mort des autres, c'est peut-être la plus grande peur qu'on puisse avoir. Il y aura d'autres débats, vous le savez, jusqu'à demain après-midi, donc il y aura forcément des digressions autour de cette question. Je voudrais, avant de vous quitter, remercier évidemment Elisabeth Lévy, Pierre Jox, qui est à ma droite, Daniel Herrero et Patrick Coupchou, qui ont donc participé à cette table ronde, et évidemment Jean-Claude Monod, qui a introduit cette première table ronde que j'ai eu l'honneur et le plaisir d'animer. C'est toujours difficile de lancer une Coupe du Monde, comme on dit. J'ai lancé la 10e rencontre de Cannes aujourd'hui. J'en suis très fier. J'espère que j'aurai l'occasion de le refaire l'année prochaine pour le 11e numéro. François, c'est à toi. Nous faisons un petit break et nous recommençons à moins le quart, précise. Voilà, merci beaucoup et à tout à l'heure.